Après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être avec vous en direct en ce lundi. C'est parti pour une nouvelle semaine, nous sommes le 7 mars. J'espère que vous allez tous bien en pleine forme pour réattaquer cette semaine. Et bon retour pour ceux qui ont repris le travail et l'école aujourd'hui, notamment pour les Parisiennes et les Parisiens, franciliennes, franciliens. Bienvenue à vous. Voici le programme de cette émission. De quoi allons-nous parler ? Bien voici le programme. Au programme de cette émission, doit-on ficher S les personnes qui souhaitent partir combattre en Ukraine ? Voilà une bonne question puisque plusieurs déjà affichent le fait de vouloir partir combattre la Russie en Ukraine, des Français, des militaires, mais pas que. On en reparlera. Les va-t-en-guerre sont de sortie côté français avec les discours appelant à armer les Ukrainiens. Et puis on se posera la question comment s'organiser face à la hausse des prix qui devient très importante, notamment au niveau du carburant, mais pas que, du blé et du gaz aussi. On vous expliquera, on vous donnera d'ailleurs le baril du pétrole qui est monté très très haut cette nuit, et on verra donc aujourd'hui quelles en seront les conséquences dans les quelques jours à venir. C'est parti pour le LGF sur France Maghreb 2. Avec vous, chers amis auditeurs, comme d'habitude pour intervenir, 01 40 33 9000. On n'en oublie pas évidemment, et dans quelques minutes, le zapping sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et avec nous pour commencer cette semaine, monsieur Gamal Abina, le fondateur des MDC. Comment ça va mon Gamal là ? Ça va très bien, et toi ? Voilà, le micro allumé c'est beaucoup c'est mieux. mieux, ouais. Voilà, On Gamal s'entend Abina. Il va bien ? Impeccable, bon week-end. Tu souhaites pas partir en guerre toi ? Non, tu vas bien ? Contre qui ? Bah je sais pas, il y a plein de Français qui veulent partir combattre, c'est pour ça on en parlera tout à l'heure. C'est Faut-il ce qu'on les appelle- ficher S ? C'est ce qu'on appelle les imbéciles. Oui. Ali est avec nous, notre directeur commercial. Ça va mon Ali ? Très bien, et toi ? Impeccable. Et il en manque un. Tarak Sassi, Il va pas tarder, il fait la muscu là. catcheur international, je sais pas où Il il est est. en train de préparer son sac, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, voilà. Bienvenue à vous les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. On salue aussi Olivier, voilà, qui est dans les parages. Bienvenue à tous, donc c'est parti pour cette semaine sur France Maghreb 2. Comme d'habitude, vous connaissez le principe de cette émission, vous intervenez au direct au 01 40 33 9000, sans langue de bois, et pour bien sûr vous permettre de passer à l'antenne et qu'on puisse vous écouter, débattre, échanger aussi, se contredire, argument contre argument. C'est comme ça que ça se passe, évidemment, sur France Maghreb 2. Allez, c'est parti pour le zapping. Le quiz. Pour le quiz, pardon. Il vient d'arriver. Hein. Le Ouais. quiz. C'est Tarek Sassi qui me perturbe. Voilà. Tarek, Tarek, il arrive avec son sac. allez, viens là, viens dépêche-toi là, Il t'es est en retard mon perturbant. vieux là. Non mais ça va, il a une boisson énergisante avec lui. Ah bon Blue Edition. Ah ouais, c'est tu quoi, dis pas c'est ce quoi que- comme ah, boisson Blue Edition. Ah, je peux pas te dire Ah ce ouais que c'est. hein. Ah ouais Non, en tout cas là. C'est Red Bull. Ah bah bravo. Pourquoi tu bois ça toi Tarek Bah, Va il t'asseoir, boit va ça. t'asseoir, va. Plus ça, Allez, allez. c'est- C'est un bonhomme. Tu vas finir par Ah, avoir... ça existe pas. Tu vas finir par avoir des gages toi, hein, Tarek Sassi. hein. Des Je te le gages dis. Ah ouais, je te Ah le ouais. dis. Quoi comme gage Bah je sais pas. Des gages de mais- moralité Non, des gages de retard mon vieux. C'est pas bon ça. Bon, ça va mon Tarek ? Ça va très bien. Bon, alors on y va, on attaque d'entrée de jeu, le quiz, avec ma première question. Messieurs, qu'est-ce qui a été utilisé pour la première fois en France à Rouen en 1793 ? L'électricité, je sais pas. Non, À Rouen. La guillotine. la guillotine, bonne réponse de Tarak Sassi. Il est là, il est là. Je suis un pro moi de la guillotine. Révolution française. Moi, je la connais très bien moi. Ah, bien joué. Très bien. Deuxième question, c'est une question d'actu. Les ambassadeurs d'Ukraine, faut démarrer tranquille lundi. Ouais. Les ambassadeurs d'Ukraine rappelés à l'ordre dans 2 pays africains. Lesquels ? Sénégal et Algérie. Et Algérie. Bonne réponse de Gamal Abina. Alors pourquoi ? Parce qu'ils avaient appelé tout simplement les hommes à venir combattre en Ukraine. L'Algérie et le Sénégal les ont rappelés à l'ordre immédiatement. 1 point pour Gamal, 1 point pour Tarak Sassi. Troisième question, qu'est-ce qu'il y a ?
Parce que il a gagné là. On est désavantagé là. Première parution de quel magazine de programme télé en 1960? Téléloisirs. Non. Télé 7 jours. Télé 7 jours, bonne réponse. Putain, mais il enchaîne rapidement, j'allais Bah dire. oui, mais c'est un peu le c'est principe l'enfer. du jeu en fait, je t'explique. Oh là, C'est c'est vite, pas hein. juste. Allez, Tarak, allez, dépêche-toi là. Gamal 2, Tarak 1, Ali 0. Ah, moi je suis pour Tarak aujourd'hui. Quatrième question. L'association de consommateurs Que Choisir a réalisé, messieurs, une étude auprès de 10 000 supermarchés en France. Ainsi, un classement à caddie identique a été établi. Quel est le supermarché le moins cher? Lidl. Leclerc. Leclerc. Non, Bonne c'est Leclerc. réponse. Leclerc. Absolument. Ah, Et Intermarché arrive en deuxième position. oui. Carrefour en sixième et Auchan avant-dernier. Voilà. Tarak, Je suis proche de la ménagère de moins de 50 ans. Ouais. je vois ça. On se demande même si c'est pas la ménagère. Hein. Égalité 2-2. Attention, cinquième question. Le général de Gaulle annonce le retrait de la France en 1966. Wow. De quelle structure De l'OTAN. militaire? L'OTAN. Bonne réponse. Ah, Gamal Amin. Tarak là, il a pas. Attention. Ali est perdu. Non, bon, je dis, je suis avec Tarak moi, aujourd'hui. Je veux que Tarak gagne. Sixième question. Quelle actrice a mis le feu ce week-end sur Twitter en mettant dos à dos, l'Ukraine et la Russie? Actrice. Julie Lescaut, je sais pas. Oui. Mais C'est qui? elle Oui. Je connais pas son nom, ce mongol. Mais... Julie Lescaut, je l'appelle, je connais pas son nom. Elle a dit: je suis ni pour Poutine ni pour Zelensky. Véronique Jeunesse. Jeunesse, ouais. Les deux Ah, ont ouais. tort. Véronique Jeunesse. Ouais. Tarak Sassi qui prend le point. Dommage, j'avais dit Julie Lescaut. Bah oui, mais moi, voilà. Ouais. Attention, tout peut se jouer là-dessus. Je cherche un film sorti en 1969, film de Gérard Houry, avec... Grande vadrouille. Non, monsieur. Avec Le Cornio. Bourvil et Belmondo. Le Cornio. Non. Bourville Belmondo. Le cerveau. Le cerveau Oh. est une bonne Ouais. réponse. Ouais. Je regagne. Et le cerveau, il marche hein, pour lui hein, aujourd'hui. Ah ouais, Bourville Ouais. Belmondo. Ouais. Ça va, ça va. Ouais. Détends-toi, c'est qu'un quiz, hein, t'inquiète. Hein, c'est rien d'autre. Hein. Non, T'emballes mais pas c'est non bien, plus. ça m'inspire après dans le reste, tu vois. Bon, The La Brain. gagne. le cerveau, un bon Très bon film. film. Très très bon film, mon Ali. Je sais pas si tu regardais un peu Ah l'époque. bah, Si tu m'avais dit Peter Je Niven, crois bon, on aurait pu que j'ai dû discuter. le voir au moins 4 ou 5 fois. Il est superbe, ce film. Ah ouais? Ah ouais, c'est Avec la tête magnifique, qui se hein. penche, Peter Niven, extra. Oui, c'est magnifique. Avec une fin, avec la statue de liberté qui lâche les billets, c'est très beau. Bon, mon Tarak, qu'est-ce qui se passe là au niveau des crackers là? Je vois que tu es toujours dans le combat. Bah écoute, rien ne change, tout s'empire et bah, surtout les gens qui tiennent les sièges, bah, pour l'instant sont occupés avec les présidentielles alors qu'il y a une urgence. Et j'ai eu une rencontre mercredi, je sais plus si c'est mercredi ou mardi, non je pense que c'est mardi, avec Laetitia Avia. Ah Non, oui. je pense- ouais, Laetitia Avia. Ouais. Et Députée. la ministre de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno. Donc, Laetitia Avia a été extrêmement infecte, je tiens à le dire. Elle s'est targuée, en fait, de choses qu'a fait le gouvernement qu'ils n'ont pas fait. Et par contre, Elisabeth Moreno a été beaucoup plus conciliante parce que je l'ai interpellée sur le fait que comment peut-on parler d'égalité des chances quand, sur décision préfectorale, on impose la drogue dans nos quartiers. Et elle m'a dit qu'elle était très triste, elle était très sensible à mon message et qu'elle allait me recevoir. Donc, bien sûr, j'attends ça avec impatience. Et j'espère que bah, ce sera le premier contact d'un grand début avec le gouvernement et que le gouvernement va nous aider à... Oui, mais le problème c'est que le Vraiment, gouvernement faire va des sauter choses. bientôt, donc Ça m'étonnerait. Lequel? quoi, ça m'étonnerait quoi? Non, il y aura un Le changement de Il y aura un gouvernement avec changement, la- bien sûr avec que la même si, direction. Tarak. Non mais il y aura un changement de gouvernement, même si Macron repasse, Oui. il y a des ministres qui vont pas pas être Absolument. reconduits, c'est certain. Bah écoute, si on peut être déjà dans les roues avant Oui. le changement, là, Mais jusqu'à je veux dire, le timing juin, est malheureusement voilà, quoi. pas bon quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, mais bon, on arrive en le- fin de mandat. Le timing, mais l'urgence, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 Yeah. ans? Non mais là je peux te dire aujourd'hui, sans trahir de secret, et je pense que Gamal et Ali sont d'accord. Aujourd'hui, les ministres, ça y est, sont en mode je prépare mes cartons quoi. J'entame plus de dossiers ou que les dossiers courants quoi, tu vois. Bah, Le Drian que je passe. Le Drian, oui. Bah, Je, lui, je pense qu'il a enchaîné les 2 mandats, lui. Hein.
Oui, bah peut-être qu'il a enchaîné 2 mandats. Maintenant, c'était. Je pense pas qu'il enchaînera un 3e, tu vois, vu ce qu'il a fait, vu ce qu'il fait en règle générale. Le Drian Gamal, je sais pas si le Drian risque d'être reconduit. Ah non, hein. mais lui, c'est catastrophique. C'est pas un ministre des Affaires étrangères, c'est un ministre de la guerre étrangère. Il Ouais. est pathétique, franchement, nul. Ouais. Tu vois le Drian repris, toi, même si Macron Non. est réélu, Non. Ali. Non, je pense que là, il a fait un peu son temps. Et puis, ses dernières sorties, malheureusement, ne sont pas forcément dignes toujours d'un ministre des Affaires étrangères. Où, Absolument. théoriquement, en général, c'est des gens qui doivent bien maîtriser la rhétorique. C'est ça. Chaque mot doit être pesé. Ouais. Au moins, Et- les diplomaties, et- on dira. et voilà, diplomatie. Et puis, visiblement, ben, là, je sais pas, on a l'impression qu'il est hors du ministère de la Défense. Parce qu'il a plutôt un langage relativement belliqueux. Et c'est Ouais. pas forcément, on n'en a pas forcément besoin. Mhm. Notamment avec l'adversaire ou le pays avec lequel il est censé discuter. Nous sommes le lundi 7 mars, les enfants, et nous avons contacté les candidats. Ils sont 12 aujourd'hui, ça y est, la liste on la connaît depuis là aujourd'hui, je crois qu'elle a été publiée. Philippe Poutou a eu ses parrainages, ce fut très juste, mais il les a eus. Ouais. Voilà. Parmi les candidats qui nous ont... Jean Lassalle. Oui, Jean Lassalle est là aussi. Il les a eus? Il les a eus, absolument. Mais ça fait un petit moment déjà, lui. Seul Yannick Jadot, pour l'instant, viendra répondre à mes questions le 25 mars. Non, Ici même? Ici même. ça va être sympa. Je, Mais je prends rendez-vous. Non, tu prends pas rendez-vous. Ah, c'est pas Alors, toi qui je vous le fais dis le tout de suite. Ah, je Je prends vous le dis rendez-vous. tout de suite. Ah il y a non, mais personne attends. qui vient, c'est moi seul avec les candidats. Voilà. Europe Écologie Les Verts, Je ils m'en nous ont fous. foutu la merde dans les Oui, mais quartiers tu Oui, avec oui, la bah, drogue. peut-être peux tu pas, pourras me il filer va- une question Là, éventuellement. il va lui Tu parler vois. de la, il va Voilà. parler de la Ouais, mais langue de présidence. bois, langue de bois, ça va Mais être. non, il y a Parce pas qu'on de l'a langue de déjà eu bois. en interview ici au téléphone. hein. Oui, oui, mais là il sera avec moi là en face. Ah ouais, tu vois, on va parler de en son face de moi. programme, Ça, il pourra pas. Mais qui t'aura d'autre là? Bah, pour l'instant, j'en ai qu'un. Mais c'est quand même étonnant que la France insoumise ne vienne pas. Oui, c'est très étonnant. Pour quelqu'un qui s'intéresse au quartier. Oui, c'est ça. Je tiens à vous le dire, franchement, pourtant, on a C'est pas la première fois multiplié qu'on- les ouais, On n'a contacts pas arrêté. pour inviter Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, il ne daigne pas Bah, venir. je sais pas si Et l'information- Zemmour, il va être invité? Non. Zamora. C'est Je sais dommage. très bien que la direction de la radio ne veut pas recevoir les extrémistes. Oh là là. Alors, c'est vrai Un que- politicien d'origine algérienne qui n'est pas invité quand même, là, c'est Alors, abusé. on pourrait se dire, mais il y a beaucoup d'extrémistes, y compris à gauche. Bien sûr. Mais bon, voilà. C'est la direction qui décide et qui a le dernier mot, c'est normal. On n'est Ouais. pas chez nous ici. Et Anas Kazib, il en est où? Anas Kazib, Gardé. il les a pas eu, il les Non. a pas Jeter eu. les pompes. Il a Il été a à jeté 140 l'éponge. et quelques, donc il pouvait pas y arriver. Ouais, c'était. Voilà. Mais Ouais. bon, c'est une belle bataille qu'il a menée. Il faut que je vous raconte un truc qui s'est passé en coulisses samedi, lors d'une manifestation de soutien à l'Ukraine. Mhm. Il y avait tout le gratin qui était là. Il y Oh, avait j'ai des choses à raconter PHL, moi aussi. il y avait Anne Hidalgo et compagnie, et puis Christiane Taubira. Et puis alors ça, je vous donne vraiment, c'est totale discrétion, enfin c'est indiscrétion plutôt. Le patron du parti de radicaux de gauche là, PRG. Bah, du PRG, merci, Guillaume Lacroix, Guillaume Lacroix, croise Madame Taubira, et vous savez ce qu'il lui dit? Bonjour Madame la candidate. Si c'est pas salaud ça quand même. Ouais, c'est un peu Franchement, humiliant, quoi. c'est très humiliant, c'est très très humiliant. Alors il paraît qu'elle, enfin il paraît, c'est pas il paraît, c'est sûr, elle a ravalé sa salive, elle a rien dit, elle a encaissé. Donc voilà. C'est pas bien de tirer sur les ambulances, je trouve. Tu parlais de quelle manifestation là pour l'Ukraine? Samedi, il y en avait une samedi. Sur République? Oui. On était là nous aussi. Oui. Avec les drapeaux tunisiens, on avait déclaré notre manifestation depuis 3 semaines parce que la situation est inchangée. Et donc, on n'était pas au courant de ce grand rassemblement qui allait se passer sur République. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Ukrainiens, ils ont été extrêmement respectables, extrêmement sympathiques, et puis ils sont venus afficher leur drapeau. Mais nous, quand on parlait, et puis on parlait de la situation tunisienne, on a eu des militants de partis de gauche qui sont venus vers nous, qui nous ont traités de parasites, de sert à rien, et que notre problème pouvait attendre. Et il y a eu des remarques extrêmement racistes. Et à un moment donné, on demande à ce monsieur de sortir, et monsieur se met à me bousculer. Bon, j'ai pas bougé, mais la chose qu'il attendait, en fait, c'est que je réplique, qu'il tombe par terre, que ça crée un scandale, et que, voilà, on salit la cause tunisienne. Donc, encore une fois, voilà, c'est des militants qui ne sont pas concernés. Faut être clair, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas quelque chose avec laquelle, moi je suis désolé, hein, même si ça martèle les infos, c'est pas quelque chose avec laquelle je me réveille et je m'endors, mais il y a des gens qui s'accaparent ça et qui veulent en faire un petit peu leur terreau politique, un petit peu comme on a eu le cas aussi avec le crack à Pantin, et qui avec ça, mais bien sûr, ont une idéologie très sale. Et franchement, je veux dire, pour nous, en fait, qui avons fait tout dans les clous,
se faire insulter comme ça par des militants politiques qui viennent encore une fois par opportunisme, c'est insupportable. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, il y avait Bernard-Henri Lévy, il y avait Anne Hidalgo et il y avait Philippe Bouriaki qui était sur scène. Tu l'as pas vu? Ah non, bah nous, la scène principale, Si, c'était si. nous à un moment. C'est gros plan. On l'a pas vu. Et alors, certains lui sont tombés dessus, parce que vous savez que Jadot s'est séparé de Sandrine Rousseau, hein, après ses propos absolument incroyables sur la campagne de Jadot. Il y en a qui ont cru bon de dire oui, Philippe Bouriaki, on a viré Sandrine Rousseau pour réintégrer Bouriaki. Il faut juste arrêter de dire n'importe quoi. Bouriaki n'est pas réintégré dans l'Europe Écologie Les Verts. Il était là en tant que conseiller régional. Il se trouve qu'il s'est retrouvé pas très loin de Jadot. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a rien d'autre. Hein, Hidalgo, pas Jadot. Non, il s'est retrouvé aussi à côté de Jadot. Ah, mais Jadot, c'est ouais. Jadot plutôt. Oui. Mais Philippe, si tu nous entends, monte ton parti politique, tu es quelqu'un de vrai, tu es dans la rue, tu n'as rien à voir avec tout ça, arrête. Bon, les amis, dans un instant, on va entamer notre zapping avec un peu d'humour, mais pas que, quoique. Vous allez voir qu'il y a eu un nouveau ralliement auprès de Zemmour ce week-end. Ouais. Bruno Le Maire qui établit tous les scénarios catastrophes ce matin chez nos amis de RMC. Et puis on a du Laurent Ruquier qui fait de l'humour. Enfin voilà, vous allez voir, on va se régaler. Tout va bien avec Gamal Abina, avec Ali et Tarek Sassi sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF qui vous emmène et conduit jusque 18h. Le LGF, le grand forum, les amis, ravi de vous retrouver en ce lundi 7 mars avec aujourd'hui Gamal Abina, avec Ali et avec Tarek Sassi qui sont avec nous aujourd'hui jusque 18h. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on disait que Tarek avait gagné le quiz, fallait le rappeler. Oui. Ouais, bien joué. Il a gagné le quiz, c'est bien. Allez, c'est parti pour le quiz. Oh putain, c'est n'importe quoi cette émission. Pour le zapping, pardon. Des bras classés ici. Allez, on y va. On démarre avec le quiz. On commence avec un peu d'humour. Tiens, quand on veut de l'humour, eh bien, on fait appel à Laurent Ruquier samedi soir à l'occasion du lancement de son émission. J'aime bien, je suis preneur, écoutez. Je voudrais d'ailleurs saluer, regardez, cette initiative que vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux, à défaut de pouvoir lui remettre le prix Nobel de la paix, ça c'est impossible. Certains ont proposé la candidature de Vladimir Poutine au prix Nobel de médecine pour avoir fait disparaître le Covid-19 dans le monde entier en 48 heures. Pour être honnête, je suis pas sûr qu'on y gagne à remplacer les masques par des casques. Et même si vous me donnez un peu de temps, je ne vais pas tarder, Léa, à crier « Rendez-nous Olivier Véran, c'était mieux avant ». Non, pas vous. Oui, presque. Je suis presque capable de le faire. Voilà, Laurent Ruquier, j'aime beaucoup. Il est en forme. Ouais, il est en forme. Il a du talent, Laurent Ruquier. Vraiment excellent. C'est vrai qu'on remplace les masques par les casques là maintenant. Ça y est, le Covid a disparu. Ouais. Hein, c'est fini, les gars. La semaine prochaine, d'ailleurs, on fait tomber le masque. Hein, vous savez, le 14 mars, terminé. Quasiment partout. Surtout le pass sanitaire, c'est énorme. Ouais, le pass vaccinal. Le vaccinal. Non, terminé. la suspension. Oui, la suspension. oui, il a raison. Oui, Tarek. oui. C'est suspension. Ce n'est oui, pas oui. pareil, ce n'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Faut Effectivement. bien écouter ce que dit Jean Castex. Oui. C'est qui, Jean Castex, déjà? C'est le Premier ministre de Ah, la c'est France. l'ex-premier ministre. Ouais. ok. C'est Minusé Et Castex. futur ex. Alors, dans la rubrique humour, vous savez, quand on fait de la télé, mais aussi de la radio, il faut pas oublier quand même qu'il y a un truc qui s'appelle les micros. Et que sans BFM, à la fin d'un discours de Valérie Pécresse, on oublie d'éteindre le micro. Voilà ce que ça donne. Bon, ça passe. Je vous remercie. La pitié. Voilà pour cette déclaration de Valérie Pécresse. Pitié. J'adore. Elle a dit pitié pourquoi? Bah pour le discours de Pécresse. Oh là là là, c'est chaud. Ah oui, sur BFM, on a oublié d'éteindre le micro. Ouais, Bon, faites gaffe quand même, les gars, ça va finir par se voir sinon. Ils la prennent un peu au sérieux là. Ouais, voilà. Macron s'est exprimé pour la première fois en tant que candidat. Ouais. Et il établit un petit peu ce qu'il entend mener comme campagne. Écoutez, à sa manière, bien sûr. Il faut que le débat puisse se conduire et que moi aussi, en tant que candidat aussi, je puisse expliquer, convaincre, proposer, être attaqué, critiqué, contesté, répondre à la controverse. Voilà, donc vous avez compris, il est prêt, mais pas de débat. Hein. Attention. Hein. Non, mais il dit qu'il peut être attaqué, critiqué, après la controverse. Mais voilà. On Ah, n'aime voilà. pas la contradiction, de toute façon. Mais s'il aime bien. Il Bah, se écoute. gagnait, donc il aime bien. Alors, il y en a un quand même qui a précisé un petit peu la manière dont ça va se passer pour Emmanuel Macron, c'est le porte-parole Gabriel Attal. Comme ses concurrents, il participera à des émissions de télévision où il répondra aux questions des journalistes, des éditorialistes, peut-être de politiques. On verra les propositions qui seront faites par les chaînes de télévision. Voilà le programme, vous avez compris. Donc Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes,
Voilà, mais pas de débat, d'accord? Non, il a dit peut-être. Hein. Non, mais je peux te dire, il n'y en aura pas. Non, c'est compris, peut-être ça veut dire 0. Oui, ça veut dire 0, il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, Darmanin qui a rappelé que pour lui, à sa connaissance, il n'y avait pas de débat pour un président sortant au premier tour. Voilà. Oui, bien sûr, c'est Voilà. normal, quelle démocratie. Bah oui, voilà. Donc est-ce qu'il faut que Emmanuel Macron débatte ou pas? Est-ce que ça vous choque le fait qu'il ne veuille pas débattre avec les autres candidats? Tiens, Ali, par exemple. T'aurais aimé est-ce qu'Emmanuel Macron débatte ou pas? Bah après, c'est peut-être le format, parce qu'il y a 12 candidats, et c'est vrai que faire un débat avec 12 personnes, je ne sais pas si quelque part c'est audible. Donc, pas forcément méga favorable, peut-être au deuxième tour, mais c'est vrai qu'au départ, 12 candidats, tour, ça, c'est faut, sûr. faut peut-être trouver une formule, peut-être. Ouais. Parce que 12 personnes, sincèrement, si l'émission elle dure 2-3 heures... Non, mais pas simultanément. Le problème d'un président sortant, il devrait confronter son bilan aux propositions. C'est pas normal qu'il ne débatte pas avec ses concurrents. Ouais, mais c'est il du faudrait mépris. peut-être trouver une formule, je sais pas. Parce que La 12 formule, c'est personnes- un par un. Et on a 30 jours. S'il y a 12 personnes, t'imagines, le mec, il va passer... 12 fois, comme tous les autres. Hein. Non, mais Ah, il y avait eu le format là, qui a duré presque 3 heures, là, Ouais, c'est avec nul. les 12 Souviens-toi, candidats. ouais, souviens-toi. Ça, c'est nul, ça, c'est zéro. Bah, moi, perso, le mec qui avait mis à l'amende tout le monde, pour moi, même si je vote pas pour lui, mais je respecte un des fondateurs qui vit dans mon quartier, c'est Olivier Besancenot, c'était Philippe Poutou. Comment il avait, mais c'était un vrai sniper, il avait dégommé tout le monde. Et vraiment, je comprends pas en fait pourquoi il a pas eu plus de voix avec ça, quoi. C'est incroyable. Bon, il fait L'extrême gauche, partie des candidats, on rappelle. Hein. Ouais, bah, enfin, c'est l'extrême gauche, donc forcément. Oui. Bah si, ça a déjà existé, je crois, un format avec tous les candidats qui, Oui, en 2017, on a eu ça. qui c'était excellent. débattent. Hein, voilà, effectivement. Mais moi, je trouve très étonnant qu'on se pose même la question, mais il y a quand même un truc qui ne va pas. C'est pas Dieu qui va débattre, c'est le candidat Macron face aux autres candidats. Il est normal qu'il y ait des débats, on nous pourrit la vie avec des débats stériles toute l'année, et là, les confrontations d'idées de un homme face à une homme ou un homme face à une femme, c'est le minimum syndical en démocratie. Au nom de quoi on doit supporter un débat de second tour stérile, qui est un débat pour savoir qui aura la place, plutôt que des débats de fond avec des idées et des propositions. Là, je suis complètement opposé au principe antidémocratique du refus du débat. Il y aura un débat ce jeudi soir sur TF1 entre Pécresse et Zemmour. On parle de débat, on parle pas de blague. Pécresse versus Zemmour. Je vois pas comment ils peuvent se jeudi soir, contredire. sur je vois TF1. pas. Sur quelle base là, ça va être chaud. Où sera la contradiction? Au moins, il n'y aura pas Cyril J'en sais Hanouna. rien. Non, mais j'ai pas dit 200 000 Au moins. immigrés, je confonds dehors, c'est 100 000. Ouais. C'est ça, voilà, ils sont d'accord sur tout. Le ministre de l'économie était l'invité de Apolline de Malherbe ce matin, Bruno Le Maire, qui établit tous les scénarios, même la possibilité à ce qu'il n'y ait plus du tout de gaz russe. Écoutez. Et d'abord, ces mots de la patronne d'Engie ce matin dans le journal Les Échos. Elle dit se préparer à un choc des prix sans précédent et elle dit que le scénario de supprimer toute importation de gaz de la Russie est un scénario sur la table. C'est un scénario auquel vous vous préparez donc. Ma responsabilité, Apolline de Malherbe, vis-à-vis des Français, vis-à-vis du Premier ministre et du Président de la République qui m'ont demandé de travailler sur ce plan de résilience face à la crise, c'est de préparer tous les scénarios. Et c'est de dire aussi avec beaucoup d'humilité qu'il y a aujourd'hui énormément d'incertitudes. Je travaille effectivement sur des scénarios dans lesquels il y aurait une coupure totale du gaz parce que Vladimir Poutine, par exemple, l'aurait décidé. Je travaille sur des scénarios où le prix du gaz augmente encore plus fortement qu'aujourd'hui. Enfin, ça veut dire que c'est lui qui nous sanctionne dans ces cas-là plutôt que nous qui le sanctionnons. Il y a des incertitudes qui sont liées aux contre-sanctions de Vladimir Poutine que nous ne connaissons pas, la détérioration de la situation militaire sur le terrain, au comportement de la Chine, qui aujourd'hui est encore incertain et qui va être tout à fait décisif aussi dans cette crise. Donc quand vous avez des incertitudes, plutôt que de vouloir répondre comme si vous saviez tout, ce qui serait une erreur, je pense que la sagesse, c'est de préparer des scénarios et en fonction des différents scénarios, notamment de prix du gaz et de prix du pétrole, de faire des propositions dans un cadre, comme on demandait de définir le président de la République et le Premier ministre. Voilà, Bruno Le Maire qui établit donc tous les scénarios. On va préciser qu'on parle beaucoup des prix du carburant, mais il y a un prix qui dépasse tout là en ce moment, c'est le prix du gaz. Ça se négocie entre soit 50 et 60 euros le mètre cube. Aujourd'hui, on est à près de 200 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, des prix qui ont grimpé en flèche pour ce qui est du gaz. Est-ce que vraiment vous pensez que Poutine peut stopper l'importation de gaz? C'est ça la question? Ouais. Parce qu'on se prépare à un scénario comme ça ici. Moi, quand j'entends un Bruno Le Maire, dont je ne ferai pas de jeu de mots fado, parce que vous entendrez bien qu'il nous emmène dans le merdier pour le coup, non, il faut être un peu sérieux. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, et Ali me rejoindra là-dessus évidemment. Quand on fait un petit peu d'économie énergétique, entre guillemets, quand on parle de l'essence de l'économie, qui est donc les hydrocarbures, c'est ce qui fait tourner le monde, les hydrocarbures.
pétrole, gaz, quand on sait que 60% des besoins de l'Allemagne, entre 55 et 60%, sont assurés par les Russes, et rappelons-nous que Nord Stream 1 n'a pas été arrêté, c'est le 2 qui n'a pas démarré. Quand on sait que les Algériens, malgré tous leurs efforts qu'ils pourraient déployer, ne pourront jamais compenser ce que représentent sur le marché européen les Russes, entre 10 et 60% par pays quand même, l'Espagne c'est 10%. Quand on sait qu'il est impossible, dans des conditions aussi courtes, de pouvoir suppléer à ce besoin basique qu'est le gaz, on ne parle même pas du remplacement par les énergies électriques, par les centrales nucléaires, même si les Allemands sont en train d'envisager le retour nucléaire, quand on sait tout ça et qu'on se rend compte que même les sanctions bidons qui ont été prises contre les Russes sont des sanctions qui leur retombent sur la figure, parce que les sociétés actuellement qui sont en train de poser le bilan ne sont pas russes, hein. Elles sont suisses, elles sont françaises. Quand on sait tout ça et qu'on entend un ministre comme celui-ci, qui en plus a un discours de va-t-en-guerre, sachant, et il faut le rappeler, que l'ONU n'a pas mandaté ce monsieur pour parler, et surtout que la France n'est pas en guerre contre la Russie. Quand on sait tout cela, on dit on va un peu lever le pied, on va arrêter de dire n'importe quoi, et vivement que monsieur le maire prenne sa retraite. Mais Apolline de Malherbe, qui pour le coup a fait une réflexion qui n'était pas totalement hors de propos, très juste, elle dit les sanctions qu'on établit face à la Russie risquent de se retourner finalement contre nous. Ali, qu'est-ce que t'en penses? Alors, la personne qui a parlé, qui avait été interviewée, c'est la présidente d'Engie. Oui. Donc c'est une personne, elle sait de quoi elle parle. Oui, absolument. Parce qu'elle, matin, midi et le soir, elle travaille sur le gaz, sur l'énergie, donc elle sait de quoi elle parle. Ouais. À côté, vous avez le maire. En fait, le maire, il a parlé pendant 5 minutes, mais en fait, pour ne rien dire. Tout est sur la table et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tout est sur la table? Rien. Heureusement que tout est sur la table par division côté politique. Donc finalement, il dit un peu n'importe quoi, il dit rien en fait. Ouais, ensuite, concernant les sanctions, c'est là où on voit la notion de dépendance. Il y a la guerre militaire, mais dans la guerre économique, je ne pense pas que l'Europe a intérêt à ce qu'il y ait une guerre économique, parce qu'en lançant la guerre économique, à mon avis, ça va revenir effectivement en boomerang. Voilà, donc ça c'est clair. On sort du Covid où tous les voyants étaient ouverts avec une croissance à quasiment pour certains à 2 chiffres, avec un rattrapage, avec du rattrapage. Et là aujourd'hui, on fait face peut-être à un risque. Bon, que moi, sincèrement, en termes de scénario, je n'envisage pas. Je ne pense pas que la Russie, son intérêt, c'est de priver l'Europe du gaz. Et l'Europe, c'est pas de dire à Poutine, bon, écoutez, fermez vos robinets, d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est d'écouter aussi le patron de... Parce qu'on parle beaucoup de Nord Stream. C'est intéressant de parler aussi d'un projet qui est dans le Nord, qui s'appelle Yamal, où vous avez Total. Total ne s'est toujours pas désengagé, travaille toujours ce projet-là. Et même le patron de Total, qui travaille dans l'énergie, le gaz, mais plutôt sur la partie GNL, a bien dit qu'effectivement, on ne peut pas comme ça arrêter, fermer les robinets, c'est des scénarios qui n'existent pas. Il y a juste une petite remarque qui moi, m'interpelle un peu dans toutes ces chaînes de télévision. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez tous les spécialistes de la guerre à la télévision, là, mais ils n'ont jamais ramené un spécialiste de l'énergie. Parce que sincèrement... Caroline Fourest est devenue spécialiste de l'Ukraine. Parce que sincèrement, si on ramenait un spécialiste de l'énergie, il y aura pas le même discours. À mon avis, on serait tous dans un scénario où la peur, elle serait généralisée, et je pense que l'opinion publique va commencer à prendre conscience de ce qui se passe des sanctions. Et à mon avis, les sanctions, on peut même peut-être, dans certains cas, je ne dis pas les freiner, mais on est en train de dire, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Là, il y a le ministre allemand, Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui vient de faire encore une déclaration en disant... faut arrêter. Et moi, je pense sincèrement qu'on risque d'aller peut-être vers une dislocation de l'Europe. C'est mon avis. Juste pour rajouter une chose importante. Les Chinois n'ont pas lâché les Russes. Non seulement ils ne les lâchent pas, mais les soutiennent à plein régime. Pour l'exclusion de SWIFT, d'accord, que les Européens voulaient, soi-disant, l'alternative, c'est le CIPS. Donc, c'est un système qui correspond à SWIFT, mais une version chinoise, version donc les plus riches, et qui remplace ce système-là. Pour le gaz russe, il ne sera jamais coupé parce qu'on ne peut pas compenser le gaz. On le sait parfaitement, c'est bien de rappeler qu'effectivement, des responsables de l'énergie comme Engie, par exemple, savent très bien qu'ils les approvisionnent. Pour ce qui concerne les sanctions à double tranchant, les Russes avaient déjà été sanctionnés en 2014 avec l'affaire du Donbass, pour laquelle, je rappelle, ils se battaient contre des nazis, des néo-nazis, des nazis. Ça, c'est acté. Eh bien, à cette époque-là, ils ont fait un train de sanctions qui a renforcé l'économie russe, que les gens ne savent pas. Par exemple, ils ont sanctionné sur le blé, ils ont plus que augmenté leur production, je crois, de 30 ou 40%. 30 à 80. C'est ça. Donc, ça veut dire que la Russie est en mesure, et largement aujourd'hui, de pouvoir compenser des sanctions. En revanche, les pays qui veulent sanctionner, qui sont faibles, qui sont, je rappelle, la Russie est elle a 600 milliards de réserves de change, elle n'a aucune dette, elle n'a aucun problème, elle peut tenir comme ça 18 mois. Les Européens sont tous surendettés, n'ont pas de capacité énergétique et sont dépendants à pratiquement
30 ou 40% pour la moyenne de l'Europe du gaz et du pétrole russe. Donc je suis désolé de le dire, je parle même pas du blé, qui est tenu par évidemment la Russie et par l'Ukraine. Il faut être un peu sérieux. Quand on parle de sanctions à tort et à travers sans réfléchir, eh bien on se rend pas compte que la sanction va retomber sur le peuple français parce qu'aujourd'hui, je sais pas qui prend la voiture, 2 € quand même l'essence, c'est pas mal. Ouais. Et on n'a pas prêt de s'arrêter. Justement, j'en parlais tout à l'heure off, la cotation arrêtée aujourd'hui des cours du pétrole actuellement, le baril de Brent, donc par celui de la mer du Nord, il est coté à $127, il est monté jusqu'à $147 dans la nuit. Donc ça veut dire que... C'était le record en 2008. Absolument, 2004, non, oui, 2008. Et pire encore, il faut savoir que certains analystes, cette fois-ci très sérieux dans l'énergie pour le coup, c'est bien de le rappeler, Ali fait bien de rappeler des choses qu'on ne fait pas appel aux gens sérieux, mais on fait appel aux clowns comme BHL. Les gens sérieux disent qu'il va monter à $190. Ça, c'est l'arrêté. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que la crise russe, mais ça, c'est à la Bordeaux, ça ne suffit pas à expliquer l'augmentation du pétrole qui n'a pas cessé d'augmenter depuis 1 an, mais surtout parce qu'il y a une raréfaction de la production pétrolière et une augmentation de la demande. Le principe de l'offre et de la demande étant insatisfait, l'offre est plus importante que la demande, forcément, les prix augmentent. Mehdi, qui nous attend au téléphone au 01 40 33 9000 qu'on va prendre dans un instant. On continuera avec notamment Jean-Luc Mélenchon, Marion Maréchal et Darmanin. Tout un programme à suivre. Merci d'être avec nous en direct pour la suite du LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, Tarek Sassi et Ali. Et Mehdi aussi qui nous attend au téléphone. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonjour Mehdi, bienvenue à toi. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire mon cher Mehdi? On t'écoute. Poutine, c'est pas dans son intérêt là tout ce qui se passe. C'est pas du tout dans son intérêt, ça l'arrange pas du tout, mais il a été obligé. Il a été obligé de passer... de passer à l'acte, malheureusement, mais lui, c'est pas du tout dans son intérêt, avec tous les investissements, les milliards et les milliards qu'il a investis à travers toute l'Europe et à travers le monde entier. Se mettre le monde entier à dos, c'est que on lui a mis le couteau sous la gorge, au bout d'un certain moment. Dernièrement, il y a un général réserviste israélien qui disait que Poutine, son intervention était je vais pas dire légitime, pour tout ce qu'il fait à la population civile, je parle pas de ça, mais je vous parle de ça, tout ce qui est défense et guerre, quoi, vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui, que Poutine aujourd'hui était pas dans son droit, mais son intervention était légitime. Un général réserviste israélien. Et ça, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Poutine, aujourd'hui, pourquoi ne veut pas aller vite dans la conquête, dans la reconquête de l'Ukraine, c'est justement pour ne pas faire des massacres et demain que ça se retourne contre lui au niveau mondial si demain il se passait, s'il risquait un putsch ou quoi qu'est-ce. Poutine au jour d'aujourd'hui attend l'évacuation des civils dans toutes les grandes villes d'Ukraine. Et puis après, il passera à l'acte, et puis là, il reprendra l'Ukraine dans la totalité. Aujourd'hui, on entend que les infos, oui, la Russie a du mal ou quoi qu'est-ce. La Russie n'a pas du mal. La Russie attend de faire évacuer une bonne partie de la population civile, d'accord, et passera directement, passera direct à l'acte, vraiment à la reconquête de l'Ukraine définitivement. Reconquête, c'est un peu fort, mais par contre, je vous rejoins sur un point. Il est sur une posture défensive, c'est vrai. Ensuite, et surtout, là où je ne rejoins pas, c'est sur le fait qu'il n'a pas intérêt à cela. Poutine a été provoqué pendant 8 ans, c'est vrai aussi, il ne faut pas le perdre de vue que pendant 8 ans, il a toléré qu'on tue dans le Donbass des Russes, car ce sont des Russes qui étaient tués. Pendant 8 ans, il a toléré que les accords de Minsk ne soient pas respectés et que le dernier président ait fait interdire, écoutez bien, ils sont arrivés aux commandes en 2015, ils ont fait interdire le russe à une population qui ne parle que le russe. Exact. Donc ça, c'est déjà une provocation. Et puis pour finir, oui, il a un intérêt économique parce que Poutine, c'est intéressant ce que disait le maire d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a une seule chose que j'ai notée dans son discours un peu décousu, et c'est formidable d'humiliation. Il a dit, nous attendons les sanctions que Poutine va nous mettre. C'est-à-dire qu'il n'est même plus en posture offensive comme il a été pendant une semaine, de façon ridicule et va-t-en guerre. Ouais. Maintenant, il se demande qu'est-ce qu'ils vont se prendre dans la figure. Donc, Poutine a un intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est riche, parce que la Russie est riche, parce que le pétrole a explosé et les Russes produisent du pétrole, le gaz a explosé et les Russes produisent du gaz. Donc, la Russie n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui, sans parler de ses capacités militaires qui sont en train de démontrer une force incroyable. Et c'est vrai que je vous rejoins sur un point, Poutine ne veut pas tuer la population, Poutine ne fera pas ce qu'il a fait à Grozny, pour une simple et bonne raison, ce sont des Russes
pour 50% de la population qui vit là-bas. Il ne veut pas s'aliéner de la population, pas parce que le monde le regarde, il s'en fout du monde. Uniquement parce qu'il veut faire en sorte que les Ukrainiens qui étaient favorables aux Russes au départ, il faut le rappeler, hein, à l'époque de Yanukovych, ils étaient favorables. Eh bien, il fait en sorte que ces Ukrainiens, ils gagnent leur cœur en ne détruisant pas leur maison. Juste peut-être. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, une bonne partie de la population ukrainienne qu'on n'entend pas. Vous avez entendu des Ukrainiens parler à la télévision? On n'entend que des réfugiés, on n'entend rien. On entend, mais... C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allumez la télévision, quand vous allumez les radios, c'est déséquilibré. On n'entend pas les deux côtés. Non, mais il y a la guerre. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est important. Là, on est en train de parler un peu sur la guerre sur le terrain. Il est indéniable que la puissance militaire russe peut décider en 2 jours d'écraser l'Ukraine. Tout à fait. C'est la première ou deuxième. Donc la problématique, elle n'est pas là. Il y a aussi la guerre à côté, la guerre de l'image. Aujourd'hui, quand on voit l'image et la communication qui sont des éléments fondamentaux aujourd'hui dans le cadre d'une guerre. Regardez l'image un peu de Poutine aujourd'hui. Elle est plus noircie, elle est quasiment carbonisée. On est en train dans le monde occidental. Oui, c'est important. Mais aujourd'hui, Poutine s'en fout carrément. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Aujourd'hui, il veut remettre les pendules. Non, mais on peut pas. Oui, mais attendez. Vous avez peut-être raison. On n'est pas en train de dire qu'il a raison, qu'il a tort. On est simplement en train de dire comment ça se passe. C'est pas parce que vous avez raison dans votre. Là, par exemple, vous parlez d'intervention militaire. C'est vrai que peut-être lui, dans son plan, on n'est pas dans sa tête parce que on est relativement étonné par les gens sur les plateaux qui. Moi, ça m'effare que des journalistes, par exemple, font de la psychiatrie sur un président. C'est ridicule, ça. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est de diaboliser la personne. Bon, voilà. Maintenant, personne ne connaît le plan de l'état-major russe. Moi, je ne le connais pas, le plan. Par contre, en termes d'image, est-ce que, regardez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vu que la célérité avec laquelle on a des sanctions, c'est quelque chose de relativement impressionnant. On est arrivé à la FIFA, à des chefs d'orchestre, à des volleyeuses. Donc, on est véritablement en train de diaboliser quasiment même le russe. C'est une sorte de, c'est un retour du macartisme. Et voilà. Et ça, quelque part. Enlever la statue de Poutine voilà, au musée et voilà, et ça, quelque part, c'est un peu dangereux parce que c'est complètement puéril et vraiment, on parle constamment de ne pas faire du racisme. Il y a une population russe qui n'a rien demandé. Et il y a une population, on va dire ici localement, française qui n'a rien demandé et qui sont en train de subir les pots cassés de décisions de personnes qui pensent beaucoup plus haut que eux et qui ne pensent pas l'intérêt des gens justement qui votent pour eux et qui sont là à soutenir leurs décisions. C'est pour ça que, à défaut de dire oui, dans le plan de Poutine, il se défend, il a raison, il a tort, il y a peut-être effectivement un aveu d'échec de la part des diplomaties, et ça c'est vrai, parce qu'il a quand même dit que pendant 8 ans il a parlé. Souvenez-vous des mecs comme Hubert Védrine ou de Villepin qui sont quand même des grands monsieur. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils passent pas souvent à la télévision, ces gens-là. Ouais. Ça c'est quand même, c'est un peu, on a laissé la place. C'est un peu frustrant. On n'entend que des gens qui nous font des analyses, franchement, mais sincèrement, on connaît toute l'objectivité, c'est un fou, c'est un malade, il va écraser les gens. Et en plus, il y a quelque chose qui est pas bien, et là c'est une partie que je connais un peu, c'est la partie émotion de tout ce qu'on voit à la télévision. Ouais. On voit des bâtiments, on voit des gens courir. Quel est l'être humain qui, sincèrement, lorsqu'il voit ces situations-là, n'est pas choqué, parce que ça fait peur quand même. On voit des pauvres gens qui descendent de bâtiments avec des explosions. Et ça, regardez, cette guerre de l'image. Aujourd'hui, je pense que Poutine, malheureusement, il l'a perdu. Merci beaucoup, Mehdi, en tout cas, pour ton intervention. Dans un instant, Gérald Darmanin, Marion Maréchal et Jean-Luc Mélenchon. Bon, il faut qu'on avance, les enfants, avec la suite et fin de notre zapping des meilleurs moments qu'il fallait ne pas louper ou peut-être louper. Alors, séance de rattrapage, en tout cas, dans cette émission. À l'image de Gérald Darmanin, qui était l'invité du grand rendez-vous européen CNews hier matin, interrogé sur le 2 poids 2 mesures que certains ont remarqué concernant l'accueil des réfugiés. Les Ukrainiens, pas de problème, les autres, ça pose un peu problème. Écoutez. Il y a un accueil, en ce moment, une volonté d'accueil très forte en France par rapport aux réfugiés ukrainiens. Êtes-vous surpris, parce que normalement, il y a des réserves assez marquées envers les mouvements migratoires, envers les mouvements des réfugiés, les clandestins, les termes sont nombreux. Là, êtes-vous surpris de la volonté d'accueil très forte en France par rappurs aux réfugiés ukrainiens? C'est vous qui êtes surpris, c'est pas moi. Ah non, plusieurs sont surpris. Ouais, Marine Le Pen, j'ai constaté. Je confesse une surprise qui est présente dans l'espace public. Je me demande si vous l'êtes aussi. C'est vous-même, puisque vous le dites très souvent. Moi, je ne suis pas surpris de la générosité, de la solidarité du peuple français. Je suis très choqué d'ailleurs que Mme Le Pen puisse dire les Ukrainiens, on les accueille, mais pas les autres. Bon, je suis pas du tout surpris. On a accueilli depuis 2015 2,5 millions en Europe de réfugiés. Des Irakiens, des Syriens, des Afghans. Regardez ce qui s'est passé pour... Vous allez nous dire que vous réservez le même accueil?
Mais nous avons accueilli, Monsieur le ministre, mais la enfin, France. je veux dire, il y a bien deux sûr. poids, deux mesures, Mais non, c'est mais- évident. non, je crois qu'il y a une Et si vous différence. voulez qu'on aille plus loin, parce que certains disent que c'est des réfugiés qui sont blancs, qui sont chrétiens, c'est une immigration européenne qui n'est pas la même. Encore une fois, je qu'une pense, autre immigration. je pense que vous répétez votre propre point de vue. Moi, je constate. Absolument pas. Ne nous faites pas ce procès. Je vous pose une question. Vous l'avez entendu dans le débat public et politique. Mais moi, je constate la solidarité des Français. Moi, j'ai d'autant plus que j'étais maire en 2015 de Tourcoing. Tourcoing a accueilli des Afghans, des Syriens, et des familles françaises venaient demander de le faire. Voilà. Alors après, il y a aujourd'hui en Ukraine une situation, encore une fois, qui est européenne. Les réfugiés sont à côté de chez nous. Quand ils quittent l'Ukraine, c'est pour venir en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie. C'est effectivement pas tout à fait pareil que quand ils quittent l'Afghanistan pour aller en Turquie, pour aller au Pakistan. On se Donc, il y a- souvient des phrases du président qui avait dit qu'on ne pouvait pas accueillir évidemment tout le monde. C'est pour Bah, ça qu'on vous met en contradiction. C'est pareil avec pour ça. les Ukrainiens, on peut Bien pas sûr. accueillir tout le monde, Et mais la on va accueillir de notre part. présidence Voilà, Gérald Darmanin qui essaye de s'en sortir comme il peut. Ouais. Yeah, il est bon. Hein. Alors, il y a deux choses qu'il faut rappeler, parce qu'apparemment, les gens ont des problèmes de mémoire, et Darmanin devait être encore dans les couches de sa maman quand ça s'est passé. En 92, c'est l'Europe, d'accord ? C'est une guerre voulue par l'OTAN. C'est les États-Unis, cette fois-ci, qui attaquent, et qui attaquent la Serbie, la Yougoslavie. Il y a des massacres en Bosnie. Bref, il y a une guerre dans l'ex-Yougoslavie. C'est à 2 pas de la France. C'est pas l'Ukraine, qui est très loin, contrairement à ce qu'il dit de la France, que là, il nous fait un raccourci assez extraordinaire. L'Ukraine, c'est la Russie. C'est collé à la Russie. C'est pas à 2 pas. C'est pas à 3 heures d'avion. Ça, c'est un mythe. Eh bien, ce monsieur vient nous servir qu'il y aurait une générosité dans l'accueil. D'abord, il commence par un mensonge grossier. L'Europe a accueilli beaucoup d'Afghans et de Syriens. C'est un menteur. La seule Europe qui a accueilli beaucoup d'Afghans et de Syriens s'appelle la Turquie, qui n'est pas en Europe. Ensuite, il noie le poisson. C'est vrai que quelques pays européens, dont l'Allemagne, qu'on doit féliciter, de Merkel, a accueilli 1 million de Syriens. Pas la France. La France était en panique parce qu'il y avait 20 000, vous écoutez bien, 20 000 Syriens sur tout le territoire français. Premier mensonge. Second mensonge, la générosité, soi-disant, des gens, elle est orientée. Si vous aviez dit que les Syriens sont des gens formidables et que des Aylan, il y en a partout, et qu'ils ont les yeux bleus comme vous, qu'ils ont la peau blanche, qui est souvent le cas dans le nord de la Syrie, ils auraient été accueillis dans les mêmes conditions que les Ukrainiens. Mais aujourd'hui, on accueille les Ukrainiens avec un discours racialisant et raciste. Je prends l'exemple de la Pologne, qui a fait un bis repetita, et qui a trié les blancs des noirs. Elle a mis les noirs africains étudiants, des gens de qualité, de côté parce que noirs. Et donc il faut être très clair. Quand M. Darmanin, qui, dans un certain exercice d'hypocrisie bien ressenti, il nous fait croire qu'il y aurait une générosité spontanée, Ouais. il ment. Il Ouais. ment 2 fois. C'est un menteur ou pas, Gérald Darmanin Menteur. Tarak? Gérald Moussa Darmanin, moi je pense qu'il a la sympathie qui est variable, et puis bon, il est venu encore La faire... sympathie qui est variable. ça, Oui, c'est pas oui, mal non, fait. mais oui, mais il est J'aime venu bien, faire j'aime bien. encore une fois faire sa langue de bois, sauf que cette fois-ci, c'est pas Apolline de Malherbe en face de lui, mais c'est ouais, c'est Mathieu Bock-Côté qui soutient des groupes indépendantistes québécois à tendance terroriste, et Sonia Mabrouk, Oui. Sonia Mabrouk qui est tunisienne quand elle veut. Oui. Et Quoi, quand elle veut? Bah oui, quand elle veut. Bah, quoi On vous la rend. Quand elle veut, bien sûr. Quand elle Cadeau. veut. Quand elle veut. Et monsieur vient nous faire des leçons de morale sur les réfugiés, alors que on voit le résultat justement de cette politique des réfugiés, et je pense que ça va augmenter déjà la crise qu'on a à Paris. Et je suis désolé encore de faire un rapprochement avec le crack, mais je pense que ça va faire augmenter le problème. Aussi bien le problème des sans-abri que le problème des toxicomanes, parce que je peux vous dire que nous... Ah, les Ukrainiens, on leur trouve des logements. Pas de oui, problème, hein. oui, on va leur trouver des logements, mais par contre, moi, je peux vous dire qu'ils sont lourds sur la bibine. Ah, Et mais pas ça, que, c'est autre chose, et ça. pas que, et Ça, la c'est autre toxicomanie qui existe en Russie et en Ukraine, parce que ils vivent dans des bleds froids où ils se font chier, et à part la drogue, franchement, non mais Vous la drogue du caricaturez, crocodile, monsieur Tariq la Sossi. drogue du crocodile qui a débarqué récemment C'est en quoi, France, ça, encore la drogue du crocodile, je laisse peut-être Gamal. Non, je t'en prie. Non, mais il connaît rien en drogue, lui. La drogue il du connaît, crocodile, vraiment. c'est une drogue qui connaît que le coca, lui. qui rend addict, mais je veux dire dès la première prise, et qui correction. donne des effets secondaires néfastes. Sur même pas un mois, on a la peau et les muscles qui se détachent, et on a les os qui ressortent. Les os carrément, Bon. on voit l'os, on voit le blanc ça de va, l'os. ça va. Merci, Tarek. Il va nous faire rêver, là. Ouais. Bon, sinon, en matière de recrutement, c'est vrai que c'est le mercato, mais c'est fini. Bah, pas en politique, visiblement. Parce que Éric Zemmour a une nouvelle trouvaille, une nouvelle prise. C'était hier lors d'un meeting. Marion Maréchal soutient et rejoint Zemmour, et elle s'en explique.
Je sais que beaucoup s'interrogent sur le choix qui est aujourd'hui le mien. Pourquoi Zemmour? Pourquoi maintenant? Je ne vais pas vous mentir. Il fut difficile de prendre cette décision. Mon passé politique, mes liens familiaux, mes responsabilités professionnelles n'ont pas rendu ce choix évident. Lorsque j'ai quitté la vie politique il y a 5 ans, je suis partie avec un sentiment de découragement. Avec l'impression que nous étions, malgré nous bien sûr, les idiots utiles de la sauvegarde du système. Chaque fois la victoire semblait inaccessible. Et quel que soit le score obtenu, le paysage politique restait désespérément figé. Ici, avec vous, j'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain, que la recomposition politique va advenir. Je crois de nouveau la victoire possible. Je suis absolument convaincu qu'Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. Ce n'est pas une question de sondage, c'est une question de perspective politique. La politique, c'est une dynamique, c'est une relation de confiance qui se tisse avec les Français. Ce sont des passerelles qui se construisent. C'est une compétence qui s'affirme, c'est un souffle. En un temps record, vous avez déjà commencé à réaliser beaucoup de pourquoi je plaide depuis des années. Construire cette grande union à droite que Éric réussit à faire vivre chaque jour en attirant dans son sillage des personnalités issues de LR, du RN et d'ailleurs. J'en ai rêvé et vous l'avez fait. Incroyable. Et vous savez que pendant l'intervention de Marion Maréchal, il y a eu quand même un salut nazi. Hein. Mais c'est normal. Voilà. Mais elle fait dans le sketch en ce moment, cette jeune fille. Moi, je la trouve pas excellente en meeting. Meeting. Elle est pas bonne. Hein. Déjà, elle s'exprime pas bien en français. Ouais, mais bon, je veux même pas revenir sur ses fautes d'expression. Mais il y a une réalité, par contre. D'abord, elle a oublié que Éric Zemmour reste algérien. Et qu'il y a un bonhomme qui avait écrit un bouquin il y a quelques années, je ne donnerai pas le nom parce qu'il est totalement inintéressant, qui avait écrit un bouquin pour faire peur aux Français en disant si jamais un arabe arrivait à la tête du pouvoir. Alors, il disait un musulman, mais c'est un arabe. En l'occurrence, il n'est pas musulman, c'est vrai, mais il reste arabe quand même. C'est qui? C'est Houellebecq? C'est Houellebecq qui avait écrit ça, ouais. Donc, ce mythe-là, il s'appelle pas Mohamed, il s'appelle Éric. Bon, c'est un changement de nom, c'est pas grave. Bon. Mais quoi qu'il en soit, Marion Maréchal Le Pen a fait une chose. Elle a fait ce que sa tante plutôt, a fait à son père. Elle a fait une trahison parfaitement mesurée parce qu'elle s'imagine, et c'est dommage pour elle, qu'il y a un souffle nouveau qui est en train d'arriver et ce souffle va s'éteindre très rapidement. Ouais. Ali, tu partages l'avis de Gamal sur Marion Maréchal? Oui, bon, déjà, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a comme compétence? Sincèrement, elle a monté un institut pour faire je sais pas quoi, de la prospective. Elle est partie étudier aux États-Unis. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Alors, effectivement, comme Gamal a dit, le mot que je voulais souligner, c'est la notion de tradition familiale. Sincèrement, c'est un peu comme Netflix. Hein. Tu vois, avais Le Pen, Jean-Marie Le Pen, maintenant tu avais Marine Le Pen, maintenant tu as Marion Maréchal Le Pen. Sincèrement, au bout d'un moment, ces gens-là, je pense que la France mérite mieux. On a le droit d'avoir des idées, quelles qu'elles soient. Mais sincèrement, le nom Le Pen et toute cette famille-là... elle l'a enlevé, le nom Le Pen. Oui, mais quand même, Marion Maréchal. Mais regarde, elle est en train de te dire, le renouveau, c'est avec toi que tout va se faire. Ouais. Ça veut dire qu'avant, sa tante, elle fait n'importe quoi. Donc, elle est en train de dire qu'elle-même, ce qu'elle faisait avant, c'est du n'importe quoi. Ouais, donc, ces gens-là qui changent de crèmerie pour n'importe quoi. Sincèrement, non, mais objectivement, trouve-lui une compétence. Moi, je sais pas, mis à part... Tarek va peut-être en trouver une, j'en sais rien, Tarek, une compétence. Anna, je peux dire, Marion, Wallah, elle est très jolie. Très jolie, Shabba, vraiment très Shabba. Elle ressemble à une princesse kabyle. Laisse les Kabyles tranquille, toi. Non, j'ai juste dit elle est très jolie. J'ai juste dit. J'ai juste dit elle est très jolie. Wallah, c'est dommage, elle est raciste. C'est dommage. Et non, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est une dame misanthrope. C'est une dame qui. Pourquoi misanthrope, elle aime pas les gens. Elle n'aime pas rencontrer les gens, elle n'aime pas aller à la rencontre. C'est pour ça qu'elle a laissé sa tante faire le sale boulot. Tu la connais perso? J'ai des échos. Des échos, ouais. J'ai des échos. Écoutez, je suis quand même le seul courageux à être allé au meeting de Zemmour à Villepin. Je sais pas si c'est un courage. Hein, si, courage. C'est de la fourberie. Courage. Courage. C'est de la fourberie. Je peux vous dire que... Tu l'as fait à l'Asiate. Je peux vous dire que j'ai été menacé. Je peux vous dire que j'ai été menacé de tous les côtés. Ouais, c'est ça. Bon, il y a quelqu'un qui veut parler à Gamal. Non. Karim. Salut Karim. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dis-moi Gamal, est-ce que tu es au courant de 3 choses?
Tu sais que Poutine fait une guerre chirurgicale en Ukraine parce qu'apparemment il veut pas non plus massacrer les gens, comme tu l'as très bien dit. Allô? Oui, absolument. Oui, comme tu l'as très bien dit, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de Russes, hein, parce que l'Ukraine a été russe pendant des siècles. Mais bon, alors voilà que maintenant, on va le traduire devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Par contre, les 400 000 morts de Grosny et 200 000 morts d'Alep, ça, c'est pas un crime contre l'humanité. Ou l'attaque de la Libye ou de l'Irak. Mais moi, ce que je voulais je voulais dire un petit truc avant de vous donner une information. Vous savez qu'il va aller à Poissy, là, il va être encore une fois entouré par tous les... Emmanuel Macron, là, vous parlez. Ouais, il va être entouré de tous les Noirs et les Arabes de service. Et vous savez qu'il a décidé, suite à une demande du CRIF, il va dissoudre 2 associations palestiniennes, vous êtes au courant, non? Oui, absolument, oui, tout à fait. Et vous savez c'est quoi le motif? Parce qu'il y a maintenant, il y a un nouveau délit. Détestation excessive d'Israël. Oui, je sais. Ah oui. Ah oui, c'est à nouveau. Alors maintenant, le juge pourra dire, écoutez, vous détestez trop, ou vous détestez pas assez. Alors, mais par contre, Gamal, toi qui es toujours au fait des choses, parce que voilà, maintenant c'est un nouveau délit. Donc, vous voyez, enfin, tout est fait pour étouffer, quoi. Donc, est-ce que tu es au courant, parce que ça, quand même, moi, je l'ai lu dans la presse, je l'ai entendu à France Info, que le président israélien est parti voir... Non, le Premier ministre. Oui, pardon, le président, ils n'ont pas de président. Enfin, si, c'est un poste honorifique, quoi. Et il a demandé à Poutine, et Poutine a bien répondu, des couloirs spécifiques d'évacuation des Juifs ukrainiens. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, j'ai appris ça. Il y est arrivé aujourd'hui, d'ailleurs. Non, mais il a demandé ça, et Poutine lui a dit qu'il ne faisait pas de différence entre les réfugiés. Il lui a bien répondu. Mais ça n'a choqué personne que ce type aille jusqu'à Moscou pour demander des couloirs humanitaires uniquement pour les Juifs ukrainiens. Après, on nous dira que ces gens-là ne forment pas une communauté. Moi, ça me scandalise. Après, il faut relativiser le rapport à la communauté parce que je pense que vous savez que, comme tout le monde, que le président ukrainien, donc cet acteur qui joue le rôle d'un président quand il était acteur d'ailleurs, juif absolument pour partie, je crois par sa mère il me semble. Mais il y a un autre fait et qu'il a demandé, mais c'est important de le rappeler parce qu'il a demandé, il n'a pas arrêté de demander de l'État d'Israël qui lui a refusé. Il a demandé d'aide aux Juifs internationaux. Il a joué un petit peu. Ça a été refusé. Le seul qui l'a suivi parce qu'il a un problème avec les Russes, c'est celui qui a vendu Chelsea, donc c'est Abramovich, qui est donc un oligarque, un type qui s'est fait de l'argent sur la Russie à l'époque. Et donc la question de ce côté communautaire ne tient pas la route très longtemps à partir du moment où les réalités économiques et politiques s'installent. On a les Russes en face de soi, on joue pas les malins. Donc c'est vrai que ce discours qui a été tenu aujourd'hui est un discours qui est orienté sur un plan ethnique qui est assez malsain, mais c'est pas les seuls à faire ça malheureusement. On le voit un peu partout. Quand par exemple la plupart des pays rapatrient leurs ressortissants en oubliant peut-être la femme ou les enfants, c'est aussi une démarche qui est quand même ethnique et assez sale. Ouais. Bon, merci mon Karim. Salut Christophe. Salut, à bientôt. Et pour finir ce zapping, il a fait un gros meeting hier à Lyon, Jean-Luc Mélenchon, devant 15 000 personnes. 15 000, il y avait du monde. Il fait du monde. Et il leur a dit « Craignez-moi, vous les puissants !» Craignez-moi, puissants. J'ai 70 ans, je ne fais pas une carrière. Je n'aspire plus qu'à un honneur, celui d'être le premier qui tiendrait parole à la tête de l'État. Craignez-moi, je n'ai peur de personne, et personne ne m'a jamais fait reculer autrement que quand la raison suggérait de le faire. Je suis prêt à aller jusqu'au bout de tout ça, car nous en avons l'outil. Nous avons une magnifique équipe, d'ores et déjà, avec les parlementaires. Nous avons une belle équipe avec le Parlement de l'Union populaire qui vient de se créer. Nous avons une belle équipe avec vous tous qui constituez des groupes d'action. Parce que si nous l'emportons, vous devrez vous en mêler tout le long, pas seulement pour acclamer les dirigeants, mais pour participer à la bataille et au rapport de force quand il va s'agir de faire passer 10 points de la richesse nationale des poches du capital à celles du travail. Jean-Luc Mélenchon, qui était très en forme hier avec une voix un peu cassée parce qu'il enchaîne les meetings en ce moment et ça devient difficile. Rapidement, que penser de ce meeting hier qui d'ailleurs il a rappelé à plusieurs reprises qu'il veut être le candidat de la paix, que les armes, abat les armes, voilà, dans ce conflit
Ukrainien, Sur russe. ukrainien. Ouais. Ouais. Ce qu'ils vont penser. Moi, je pense qu'il est devenu bon politiquement. Il s'est vraiment amélioré. Je suis pas un fan du personnage parce que j'ai pas aimé ses positions à l'époque. Là, il vient de dire une phrase intéressante. Il a dit « Je ne recule que devant la raison ». Et ça, c'est formidable. C'est vraiment là, on voit que, je sais pas qui le conseille, on voit qu'il y a de la matière. Mais en vérité, c'est pas lui le plus inquiet, même s'il était proche, plus ou moins des idées russes. Ceux qui sont très inquiets, c'est ceux qui sont à droite, qui étaient très à droite, qui étaient avec les Russes. Marine Le Pen, par exemple. Pas seulement. Tu sais La droite classique, on se rappelle quand même. Ils ont dû faire annuler des tracts qu'ils avaient préparés pour Le Pen où on la voyait et c'était juste avant le déclenchement, avec Poutine main dans la main, quoi. Ils sont très très en difficulté parce que vu la propagande qui est développée contre la Russie, vu la façon dont ils ont flingué RT, je tiens quand même à rappeler, je le dirai à chaque fois, un des gestes les plus antidémocratiques, c'est d'avoir écrasé une chaîne avec 176 salariés pour lesquels j'ai de la sympathie, j'ai beaucoup d'amis. Sputnik aussi, mais je les connaissais moi, je connaissais qu'un journaliste. Alors qu'RT, je connaissais beaucoup de monde, producteurs, journalistes, la directrice, bref. Ces gens-là, je leur rends hommage parce qu'ils supportent un choc qu'ils n'ont pas à supporter de la part d'un État qui n'est pas en guerre. Encore une fois, je le rappelle tout le temps, on n'est pas en guerre. Eh bien, j'ai envie de dire une chose, c'est que Mélenchon, il a une qualité pour lui, et j'aime cette honnêteté à 70 ans. Il dit qu'il est contre la guerre parce qu'ils n'ont pas à la faire, et il a raison de le dire, et je l'en félicite. Après, je suis arrivé quand je vois Mélenchon, que je n'aimais pas, et qui a progressé sur un plan humain, et quand je vois Jadot, qui a été nullissime à dire on va apporter les armes, lui qui prétend être vert, et j'espère qu'ils vont le foutre dehors, parce que c'est dégoûtant ce qu'il a fait, j'aime bien les verts mais pas lui, eh bien, je me range du côté de Mélenchon. Bon, on va entamer notre premier sujet avec une première question. On voit et on entend de plus en plus dans les radios, dans les télés, des Français qui se disent solidaires avec ce qui se passe avec les Ukrainiens, prêts à aller sur le terrain pour aider au combat. Je pense pas que ce soit la majorité des Français. Non, j'ai pas dit la majorité, j'ai dit quelques Français, des militaires de carrière, des anciens militaires, mais aussi des personnes qui se sentent très près des Ukrainiens et qui se disent aller prêts à en découdre avec la Russie. Une question qui me vient comme ça, puisque ça nous rappelle quand même dans le passé récent, des gens qui sont partis combattre en Syrie, par exemple, qu'on a laissé partir d'ailleurs, faut le rappeler, même des mineurs, des femmes, enfants, des hommes évidemment. Et aujourd'hui, pour leur retour, c'est très compliqué parce que la France se dit on a d'éventuels peut-être terroristes, etc. La question que je me pose, doit-on ficher S ces Français qui souhaitent partir en Ukraine? Je sais que ma question paraît un peu provocatrice, mais elle a du sens. En tout cas, je le trouve. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, amis auditeurs au 01 40 33 9000 et amis débatteurs. Mon cher Tara, qu'est-ce qu'il faut ficher S ces Français qui vont partir combattre? Oui, il faut ficher S, parce qu'une personne justement qui part dans une bataille armée militaire, c'est une personne qui est formée, c'est une personne qui est habituée aux armes lourdes, c'est une personne qui a eu nécessairement des formations dans des groupes qui peut exister en Picardie un petit peu partout, qui peuvent avoir soit des proximités avec l'ultra gauche, on va être gentil, ou l'ultra droite. Donc ça veut dire que nécessairement ces gens-là qui partent là-bas ont des mauvais desseins. Après, bien sûr, on peut toujours présager d'autres théories religieuses ou autres. Ça m'étonnerait, mais une personne qui est motivée à partir dans un combat armé, on ne sait pas par qui il a été formé ou quoi que ce soit, alors qu'on n'a pas dépêché des militaires qui font partie d'une armée. Ces gens-là sont nécessairement des Batman en formation, et ces gens-là, il faut déjà savoir où ils se sont formés, où ils ont eu nécessairement leurs armes, et surtout par quel canal ils ont été recrutés. Donc bien sûr, ces personnes-là, il faut les ficher. Ne réagit pas et devrait dire attention, vous ne partez pas, la France ne vous interdit. Mais c'est comme la Syrie. C'est comme la Syrie. Au début, on a laissé faire. On a même eu Fabius et Hollande qui ont félicité El Nosra, et bien sûr, on a eu le même cas en Libye. Où on a eu des Tunisiens, et d'ailleurs on a essayé de me recruter en 2011. Ah bon? Oui, on est venu vers moi, mais moi j'en avais rien à foutre. Moi je suis venu pour faire mon ramadan tranquillement. Le mec il est là, Hashnabik, vas-y laisse-moi tranquille, vas-y barre-toi. Et non mais sérieusement, on a encouragé tout ça, et aujourd'hui on en voit le résultat. C'est cette politique du chaos, on en voit le résultat. Donc qu'est-ce que ça va engendrer? Qu'est-ce que vont devenir ces groupes armés, et surtout qui les forme et quel canal est en train de travailler sur ça? Doit-on ficher S ces futurs combattants qui veulent partir sur le terrain, Gamal? Non, je pense que c'est ridicule de parler d'affichage parce que
S'il avait fallu fichier S, il aurait fallu fichier S en 2014, quand il rejoignait Azov. Azov, c'est un mouvement néo-nazi avec le sigle SS qui s'appelle ZIG, donc c'est pour la victoire. Donc c'est clairement les codes néo-nazis extrêmement évidents. Faut les laisser partir alors, sans rien dire, sans rien faire. Il faut ni les laisser partir, en aucun cas. Les brigades internationales en Ukraine, c'est pas possible. C'est comme si on envoyait des brigades internationales en Italie pour établir Mussolini. C'est idiot. Ouais. Il faut pas les laisser partir. Et en aucun cas, effectivement, il faut les suivre. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens déjà qui sont français d'origine, qui sont partis là-bas pour les coups pour jouer le petit guerrier. Et les gens ne se rendent pas compte que la guerre est la pire des choses sur Terre. Quand quelqu'un prend une balle dans le bras, c'est pas un film, c'est pas un petit trou, c'est un petit trou à l'entrée et c'est une explosion des os à la sortie. C'est ça, prendre une balle. Quand quelqu'un prend une bombe, il est déchiqueté. Mais les gens ne se rendent pas compte de la douleur. Et le problème, c'est que quand ces imbéciles qui voudraient partir là-bas n'imaginent pas qu'en face, ils ont des gens très aguerris. Les Russes sont très aguerris parce qu'ils ont fait la guerre en 15 ans, 3 fois. Je parle même pas de l'Ingochie, je parle même pas, évidemment, de ce qui s'est passé à Grozny, où il y a eu quand même une guerre très, très costaud. Je parle même pas de l'Afghanistan, qui sont les anciens. Mais plus récemment, ils ont quand même fait la guerre au Karabakh, ils ont quand même fait la guerre avec l'histoire de la Géorgie, ils ont fait la guerre surtout avec l'Arménie. Il y a beaucoup de théâtres d'opération. Ils se sont aguerris sur le terrain syrien, ils se sont aguerris aujourd'hui, ils commencent à s'entraîner au Mali, ils se sont aguerris depuis un an sur la République centrafricaine. Bref, les Russes sont des gens qui sont formés à la guerre. Donc quand un imbécile dit que je vais partir faire la guerre, il croit que c'est un film américain qui va s'éclater. Non, la guerre n'est pas une aventure, la guerre est une atrocité. Et tuer des gens est atroce. Ali. Sincèrement, qu'on soit amené à se poser ce genre de questions en Europe alors qu'on vient de sortir que la guerre, pour nous la guerre mondiale c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas. Que des gens puissent aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à partir dans un pays pour aller se battre, sous quel commandement, qui va les contrôler, alors qu'il y a les forces de l'OTAN qui sont en Roumanie, en Pologne, que ces gens-là partent. Ça veut dire que quelque part, on est en train de dire que ce pays, l'Ukraine, on est en train véritablement de mettre les ferments, et je pèse mes mots, pour que ce pays devienne pire que le Liban demain. Parce que si ça va commencer à arriver des gens qui vont arriver d'Europe, des Français, de je ne sais quoi, il y a des gens qui vont arriver de Syrie. On est en train de parler des gens de Daesh, à qui on est en train de dire Poutine, il n'a pas été gentil avec vous. Allez donc en Ukraine se battre contre les forces russes. On est en train, vous avez le Tchétchène qui est en train de vous dire Kadyrov, moi vous me laissez 1 heure et avec mes 10 000 hommes, j'encercle Kiev. Je sais pas, mais là on est en Europe, on n'est pas en Afrique. On est à 2-3 heures de Paris, donc on est une situation complètement chaotique. Aller se battre pour aller faire quoi? Donc sincèrement, qu'on laisse et que même... Ce matin, j'ai écouté un soldat à la radio qui dit « Moi, je suis en train de me préparer dans le sud avec des copains. » Et ça fait peur parce qu'on doit prendre attache avec l'ambassade d'Ukraine. On doit partir là-bas avec nos sacs et c'est là-bas qu'on va nous donner nos matériels. Mais je ne sais pas, Christophe, si on prend conscience de ce qu'on est en train de faire. Bien sûr. C'est-à-dire que là, véritablement... On doit les ficher ou pas? On doit les suivre? Mais on doit les ficher, c'est obligé. Le problème des fichiers, c'est que... Le problème des fichiers, c'est... Qu'est-ce qu'on entend par fichier? Alors, je vais peut-être même J'ai écouté ce matin l'argument du soldat français qui était à la retraite, qui dit « Moi, je vais partir. Oui, quand je vois ce que les Russes font. » Il dit « Mais pourquoi vous partez ?» Il dit « Oui, parce que j'ai pas envie que ça arrive en France et en Europe. » Ridicule. Alors, donc, tu vois que le type, il est limité. Donc, il est... mais par contre... Oui, mais ça, c'est le discours médiatique et politique aussi qui incite ce genre de choses. Exactement. Mais c'est là où la responsabilité de nos politiques aujourd'hui, de nos politiques, de dire, par exemple, moi, je suis très étonné quand on dit on va envoyer des armes en Ukraine. Mais vous avez donné des armes à qui? À la population. Alors, on va accueillir Rim qui nous appelle de Lausanne en Suisse. Bonjour Rim. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous écoute tous les jours du lundi au vendredi. Ah bah c'est génial ça. Grâce à l'application France Maghreb. Bonjour à la Suisse. Bonjour le lac de Lausanne en plus. Ah c'est beau en plus Lausanne, hein, c'est joli. Samedi je vais à Genève. Oui, d'accord. Ah mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. T'es un loser. T'es un loser. Le loser. C'est un loser lui. Bon, on t'écoute Rim. C'est vrai que cette histoire de la guerre Ukraine, ça fait peur, mais j'avais ce sentiment en tant que musulmane et française d'avoir un malaise quand je regarde les infos, le traitement qui est fait pour
accueillir les réfugiés ukrainiens et ce qui s'est passé par rapport aux réfugiés syriens, afghans, irakiens, voilà. Ouais. Par contre, je voulais juste rebondir par rapport aux personnes aux Français qui veulent aller en Ukraine combattre les Russes. Je trouve ça un petit peu aberrant. Je me demande qu'est-ce qu'il fait Gérald Darmanin. Il doit faire quelque chose. Parce qu'à l'époque, quand il y a eu la guerre de Bosnie, il y avait des gens de France, des jeunes qui allaient faire le moujahidine pour aider les musulmans en Bosnie qui se faisaient massacrer par les Serbes. Ouais. Et à leur retour, on les a quand même embarqués. Donc moi, ça me rassure pas que certains Français vont combattre en Ukraine. C'est pas notre guerre. Et je me pose la question, que vont devenir ces armes qui vont être en circulation? Et voilà une bonne question, Rim. Et je dois vous dire aussi que d'ailleurs, le ficher traitement médiatique en Suisse n'est pas du tout la même chose. Franchement, les médias suisses parce que moi, à l'époque, sont très bons. Vous savez, quand il y a eu les Ronia, vous savez, quand il y a eu le massacre, moi je me rappelle, je regardais un film, et juste en haut, c'est comme M6, ils avaient mis un petit, pas un drapeau, mais soutien aux Ronia. Ouais, voilà. ouais. Voilà, c'était ça, et moi j'ai trouvé ça juste. Ouais. Et vous savez, la Suisse, elle a accueilli beaucoup de gens des Balkans, les Kosovars. Merci beaucoup, Rim, parce que j'ai la pub. Hein, c'est pas comme en Suisse, ici on prend pas notre temps. Hein, il faut y aller, l'heure c'est l'heure. Merci beaucoup, Rim. À très bientôt. Et vous saluerez Lausanne pour nous. À très vite dans un instant. Tiens, on reste dans le sujet des va-t-en-guerre. Ils sont de retour, hein, pour le coup. Ouais. Que faut-il leur répondre? On en reparle dans un instant, à tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous avec Tarek Sassi qui a gagné son quiz aujourd'hui. Félicitations Tarek, oui. Voilà, Tarek, bravo. Moi je respecte. Merci. Avec Gamal Abina, avec Ali et les amis. Qui a perdu son quiz. Oui, bah, toi aussi d'ailleurs. Non, moi aussi, non, les deux. Ouais. Je veux pas dire, mais quand même, on a une sacrée bande de bras cassés. C'est des mecs qui sont capables, après l'émission, de s'embrouiller dans la rue. Tu parles de qui? De toi et Ali. Jamais de la vie, on se kiffe. Quoi? On se kiffe. Et le BDS, ça sert à quelque chose? Ah non, BDS c'est nul. Ah non, mais BDS il est nul là. Bon allez, stop. Il est bien. On y va. Salim est avec nous au téléphone. Allô, Ali, bonjour. Salim. Oui, bonsoir. Salut mon Salim, comment ça va? Bonsoir. Oh. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ils sont un peu dissipés, mais bon, c'est comme à l'école, la rentrée des classes, tout ça, voilà. Ouais. Oui. Bah écoutez, moi je voulais poser une question à Gamal, peut-être qu'il doit savoir, peut-être qu'il en sait un petit peu plus que moi, parce que j'en ai un petit peu marre de ces Français qui vont à chaque fois, dès qu'il y a un conflit, que ce soit en Ukraine ou au Liban ou que sais-je, tout de suite ils vont se battre. Et qu'ont-ils fait lorsqu'il y a eu la décennie noire en Algérie? Ah oui, la différence entre l'Ukraine et la Yougoslavie, donc les musulmans de Yougoslavie qui étaient massacrés, les Bosniaques, et l'Algérie, c'est un référent religieux, parce que la France a beau se draper derrière l'idée selon laquelle elle serait a-religieuse aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que traditionnellement, il y a toujours cette espèce d'inconscient collectif chrétien qui reste, et ils ne verseront pas leur sang pour un musulman plutôt que pour un chrétien. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas le même chrétien, puisque là-bas c'est des orthodoxes, mais ils se reconnaissent plus du côté des chrétiens orthodoxes que du côté des musulmans, évidemment. Voilà, t'as ta réponse, mon Salim. Merci à toi. Ok. Merci beaucoup. Alors justement, on reste. Alors, oui, question pertinente, mais nos auditeurs sont très pertinents, mon cher Tarek. Tu le savais quand même. Hein, on peut vraiment se féliciter d'avoir les auditeurs de choix. Excellent, effectivement. Et qui, voilà, à cette heure-ci, sur la bande des femmes, il n'y a pas grand-chose en matière de réflexion et d'intelligence. C'est pas faux. Oui. Bon, alors, on reste d'ailleurs dans le sujet parce que on parlait il y a quelques instants de ces Français qui souhaitent partir combattre en Ukraine. Mais justement, tout cela est peut-être dû et la cause de messages ou de va-t-en-guerre, on les appelle ainsi, qui se sont véritablement, pour le coup, affichés via des candidats, Yannick Jadot, qui incite et invite la France à armer l'Ukraine. Que faut-il répondre à ces va-t-en-guerre? Est-ce qu'il faut aller armer l'Ukraine? Est-ce qu'il faut aider l'Ukraine? Est-ce qu'il faut qu'on soit des non-alignés, comme le propose Mélenchon? Est-ce qu'il faut qu'on reste neutre? Est-ce qu'il faut un peu de raison, en fait? C'est ce qui manque, finalement, dans ces débats aujourd'hui. Qu'avez-vous à répondre, mon cher Ali, aux va-t-en-guerre qui se multiplient dans ce pays, en France, que ce soit dans l'aspect médiatique, mais aussi dans l'aspect politique? Je citais Jadot, il y en a d'autres. Hein. Alors, l'histoire est là, quelque part, un peu pour... il y a quelques temps, on a eu des guerres en Libye, on a eu une guerre en Irak,
et on a une guerre en Syrie. On parle des dernières guerres. On doit un peu s'appuyer un peu sur l'histoire pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé en Irak. On est parti sur un mensonge, on a détruit un pays, il y a plus d'1 million de morts, des gens qui ont quitté le pays. On a fait la même chose en Libye, un pays qui était stable, avec 4 millions d'habitants et 1 million d'immigrés. 1 million d'immigrés, comme travaillaient à l'époque quand même en Libye, il faut le savoir, avec un niveau de vie qui était un niveau de vie peut-être l'un des plus hauts d'Afrique, avec un pays riche. On a détruit un pays. Et maintenant, on s'est attaqué à la Syrie. On peut se poser la question, qu'aurait été la Syrie si la Russie n'était pas intervenue? Peut-être on aurait été dans une catastrophe. Donc aujourd'hui, entendre des gens, le fameux acronyme à 3 lettres, Monsieur BHL, venir aujourd'hui, mais sincèrement, je ne sais pas comment on appelle ça, du culot, en face d'un monsieur comme Dominique de Villepin, qui était comme Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui était au cœur, j'irais bien au cœur, et qui est en train de te dire que tout passe par la diplomatie. Sarkozy le dit. Sarkozy a passé un bon petit moment. Et pourtant, il a passé un bon petit moment avec Poutine. Je peux faire une petite aparté? Pardon. Sarkozy qui devrait apporter son soutien à Macron cette semaine. Normal. Ah. Voilà. Non. Si. Bah, c'est logique, il le drive depuis 2 ans. Je vous le dis. Donc, parenthèse refermée. Donc je disais qu'effectivement, quand on voit effectivement des gens comme Dominique de Villepin ou Hubert Védrine, qui a quand même pendant des années été à la tête. Qui pour moi sont les 2 meilleurs ministres des Affaires étrangères qu'on ait eu. Au-delà de ces gens-là. Il y a eu Roland Dumas qui était pas mal aussi. Qui sont en train de te parler de diplomatie. On entend des gens qui passent à la télévision et un mec comme Jadot et. À la limite, Gamal, là, il est même un peu. Je trouve même qu'il est un peu gentil avec Jadot parce que sincèrement, son discours, je l'ai entendu, il est complètement irresponsable. Totalement. Il est en train de dire, en tant que candidat à la présidence, il faut envoyer des armes au peuple ukrainien pour aller se battre. Pour un mouvement pacifiste. Pour un mouvement pacifique. Mais sincèrement, non, mais c'est dangereux parce que ces gens-là aspirent à devenir président ou éventuellement. Calmez-vous, sinon il va annuler la seule interview. Non, mais c'est pas. Non, mais attends, c'est son avis, il a le droit. Oui, et puis, il a le droit, il viendra s'en défendre et puis il répondra à mes questions là-dessus. Peut-être qu'effectivement, il a peut-être des arguments pour. Mais ces notions, au-delà même des Vatanga. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que l'histoire, il y a à peine 10 ans, nous a montré le monde. Ce qu'on a vu avec la Syrie il y a quelques années. Même regardez l'Afghanistan. Tous les pays sont partis comme des voleurs. Leurs avions sont partis tous comme des... Mais vraiment comme des voleurs. En panique générale. L'ambassadeur de France et des États-Unis. Et là, il y a quelqu'un qui passe... Mali, par exemple, sont tous en train de... la France... Voilà, quitte la... Moi, je répète... Moi, je répète, la France est un grand pays en diplomatie. L'erreur, effectivement, c'était rentrer dans l'OTAN. Oui, mais elle était dans l'OTAN, voilà. Maintenant, c'est vrai. Non, parce que regarde... Je ne sais pas si le fait d'être dans l'OTAN est si disqualifiant. On prend la position turque, qui est vraiment le bras armé de l'OTAN, pour le coup, en Orient. Pour autant, ils sont équilibrés. Oui, mais la différence, c'est que la Turquie, au-delà de ça, a quand même... Les enjeux... Oui, mais c'est les enjeux géographiques... Non, mais sur la Russie, ils sont très équilibrés. Oui, mais les enjeux géographiques, regarde, la réunion est symbolique. La réunion du ministre des Affaires étrangères ukrainien et russe aura lieu en Turquie. Absolument. Elle aura lieu en Turquie. C'est pour ça qu'ils sont équilibrés. Oui, non, mais les enjeux géographiques sont importants. Oui, bien sûr, c'est essentiel. Le détroit Dardanelles, toute la proximité, ça joue. Donc la France est un grand pays où, alors je sais bien, quand même, Poutine passe beaucoup de temps au téléphone avec Macron. Alors, bien entendu, on va dire... On n'a pas besoin de savoir ce qu'ils se racontent. L'important, c'est quand même ils communiquent ensemble. Alors, peu importe, ce qu'ils disent, sont d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais on voit comme il y a quand même. Ce qui est marrant, c'est que là, par contre, l'Élysée communique beaucoup sur les conversations entre Poutine et Macron lors des conseils de défense. Pour le sanitaire, il n'y avait rien qui fuitait. C'est clair, mais je voudrais faire remarquer une chose. La dernière fois que la France s'est frottée à la Russie, elle s'est fait éclater. C'était à l'époque de l'empereur Napoléon. D'accord. Sa grande armée de 600 000 hommes est revenue avec 100 000 hommes. Aujourd'hui, la France des va-t-en-guerre, je ne parle évidemment pas de Macron, qui n'est certainement pas dans cette perspective, parce que c'est pas un fou. Oui. La France des va-t-en-guerre, je parle de l'autre demeuré de BHL, et j'en passe et des meilleurs, s'autorise à prétendre vouloir attaquer un géant comme la Russie. Hidalgo, Jadot. Alors qu'ils se sont fait dépantalonner devant des types en pick-up dans le désert au Mali. Donc, faut être un petit peu sérieux. Alors, je parle même pas, on parlait des Verts. Sa position est une honte infamante et j'ai honte pour lui. Je suis dégoûté pour les Verts qui supportent ce personnage-là. Mais il y a une réalité. On parle d'équilibre des forces, on parle de rapports de négociation. Les seuls qui se frottent les mains aujourd'hui, c'est les Américains. Eux, ils s'éclatent. Ils voient que le pétrole et le gaz augmentent. Ça leur profitera par rapport au gaz de schiste. Et surtout, ce qui est gravissime, c'est que lorsque l'on prétend vouloir faire la guerre à la Russie alors qu'elle ne vous a rien fait,
dans l'absolu, c'est quasiment une affaire interne. Hein. Et que pendant des années, on a laissé les néo-nazis provoquer les Russes à la frontière dans le Donbass. Non, c'est les Occidentaux qui ont monté les néo-nazis. Il faut regarder, faut pas. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Ils les ont utilisés pour faire un coup d'État contre l'ancien président ukrainien. Viktor Yanukovych. Là, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, les choses dans leur contexte. Oui, totalement. Ils ont instrumentalisé ces gens-là. Donc moi, j'ai entendu ce matin une émission sur France Inter animée par l'énérable Sonia Mabrouk, qui a dit une chose. Pas sur France Inter, Sonia Mabrouk. C'est Europe 1, excuse-moi. Donc elle a dit quoi? Elle a dit à Pierre Condessa, qui est quand même quelqu'un de très équilibré, contrairement à certains, elle a expliqué qu'elle ne trouvait pas normal qu'il considère que l'invasion ukrainienne pouvait être mis au même niveau que l'invasion de l'Irak, qu'elle n'a pas appelé invasion, elle a dit une forme d'invasion. Une façon de dire c'est pas une invasion, hein, d'accord? Eh bien, on a un problème de perception des rapports de force et des rapports géopolitiques. D'abord, la Russie a été patiente, ce qui est très impressionnant. Ensuite et surtout parce que les Européens ont mis le maximum pour déstabiliser ce pays et pour les provoquer chez eux. Alors, il faut rappeler quand même les raisons pour lesquelles les Russes sont entrés en guerre. C'est d'abord les massacres dans le Donbass, parce qu'ils en avaient marre de voir des Russes se faire bombarder tous les jours. Il y a une femme qui l'a dit d'ailleurs en direct, ça crée un malaise à la télévision. Oui. Ensuite et surtout, parce qu'ils ne voulaient pas de l'OTAN à leur porte, l'OTAN n'a pas arrêté de se moquer des Russes. Ils ont fait trois coups sur coup en 90 et 99, en 2007, non-stop. Ils n'arrêtent pas d'envoyer des gens des pays de l'Est dans l'OTAN. Pourquoi l'OTAN va aux frontières de la Russie si c'est pas pour la provoquer militairement? Et pour finir, je rappelle quand même, c'est important, à l'époque, il y avait une crise dans les années 80 qui s'appelait la crise des Pershing. Les Pershing, c'était les missiles américains avec des têtes nucléaires qui étaient basé en Allemagne. Ouais. Ça a failli provoquer une guerre mondiale. Ouais. Encore plus vieux, en 62, il y avait une crise aussi de missiles à Cuba, des Russes qui voulaient installer des missiles avec des têtes nucléaires à Cuba. Donc quand on vient vous pointer une arme sur la tempe à 2 pas de chez vous, il est logique que la réaction soit une réaction violente. Les Russes ont été très patients. Ils ont accepté, par exemple, que la Pologne rentre dans l'OTAN, alors que c'était dangereux pour eux. Aujourd'hui, ils ont mis un holà et on comprend très bien que ceux qui sont forts, c'est les Russes. Je vous invite à regarder une excellente émission qui s'appelle Le Dessous des cartes. Ouais, j'aime bien ça. Vraiment qui, pour le coup, fait vraiment du vrai travail. Et il y a un truc que j'ai regardé hier qui vous regardez ça, vous comprenez vraiment ce qui se passe et pourquoi nous en sommes arrivés là. Absolument. Abdel est avec nous, salut Abdel. Bonjour à tous. Tu vois, c'est pour ça, Christophe, que t'étais étonné de mon inquiétude la dernière fois. C'est parce que ce qui rentre dans les foyers français, et particulièrement le mien, quand j'allume la télé, oui, les journalistes ont décidé pour nous, ils veulent aller en guerre. Et j'ai même remarqué, il y a surtout une volonté des femmes journalistes qui n'arrêtent pas de dire alors on fait rien, on n'y va pas, on n'envoie pas des armes. Parce que je pense qu'ils s'imaginent, et dites-moi si je me trompe, je pense que les journalistes français et les politiques pensent, parce que j'ai entendu, nos militaires, on va pas envoyer nos militaires mourir là-bas. Ils pensent que la guerre va se dérouler uniquement en Ukraine. Ils n'imaginent pas une seconde que la Russie a la capacité de faire entrer des Sukhoi sur le ciel français et combattre au milieu de Paris. Et on va se retrouver dans des caves. Nos enfants vont se retrouver dans des caves alors que là, ils sont dans des chambres à s'amuser. Et je suis désolé pour les enfants ukrainiens. Ils s'imaginent pas une seconde qu'on va se retrouver dans des caves à courir avec des sonnettes d'alarme qui vont nous dire protégez-vous. Je pense qu'ils pensent pas que ça peut arriver, ça. Ils pensent que la guerre va s'arrêter aux frontières de l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur. Bon, de toute façon, ils ergotent beaucoup, mais il ne se passera rien. Abdel, il se passera rien. Déjà, pour commencer, pour être sérieux, comment porter des combattants en Ukraine? C'est verrouillé au niveau des frontières. Comment acheminer des armes? C'est impossible. Le ciel ukrainien appartient aux Russes. Ils ont, pour donner un état des lieux rapide, l'Ukraine avec 58 avions de combat, tous abattus au sol. Blitzkrieg, d'accord? Ils les ont collés au sol, il n'y a pas eu un seul avion qui a décollé. Leurs chars se cachent dans les villes, parce que les Ukrainiens ont compris que les Russes ne bombardaient pas les villes. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Cette guerre est une guerre d'usure qui va consister à épuiser la population, et surtout ceux qui résistent, et leur couper l'eau et l'énergie. C'est ce qui se passe. Les centrales nucléaires qui ont été prises, c'est pas pour rien. Belle transition, mon Gamal, puisque dans un instant, justement, face à la hausse de l'énergie, comment s'organiser on va en parler assez concrètement, que ça nous concerne tous là pour le coup. Les conséquences de cette guerre. Aujourd'hui, le prix du carburant, le prix du gaz, le prix du blé, et pas que. On en reparle dans un instant. Comment vous organisez, vous qui peut-être devez prendre la voiture régulièrement, et on frôle les 2 € là, de litres de gasoil, et ça va monter encore et encore avec le cours du pétrole qui monte, avec le gaz aussi, le mètre cube, on le disait tout à l'heure. On en reparle dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9 pilotes. Merci d'être avec nous en direct avec Gamal Abina, Tarek Sassi et Ali sur France Maghreb 2. Et on s'interroge maintenant sur l'envolée des prix. Le pétrole, tu nous le disais tout à l'heure, Gamal, a monté en flèche.
Oui, à 127 $ sur la fixation, le fixing, la dernière cotation ce matin en Asie, et il a continué à évoluer aujourd'hui. Il est monté jusqu'au ce qu'on appelle les extrémums de cotation jusqu'à 147 $. Donc c'était le record d'ailleurs établi en 2008, je crois. Hein. Ouais, 2008. Alors et puis, beaucoup de personnes se disent mais pourquoi en 2008 ou voire même en 2012 on avait un baril qui était très haut et pourtant le litre de gasoil, du carburant, n'était pas aussi haut. Bah, tout simplement, ça s'explique parce que la monnaie, l'euro, est en train de s'effondrer par rapport au dollar. C'est l'une des explications. Et puis il y a une autre explication aussi, c'est qu'aussi en France, on a énormément de taxes sur le prix du carburant. Et puis la principale raison, au-delà de... Non, mais l'euro, c'est une belle explication. Oui, tout à fait. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune perspective dans la mesure où la hausse du prix s'explique par... il y avait déjà la reprise avec la Chine qui a fait monter le baril. Absolument. Et aucun pays n'avait l'anticipé. Et à côté, aujourd'hui, ce conflit où on n'a aucune visibilité. Et comme tu n'as pas de visibilité, bah, qu'est-ce qui se passe? Les marchés financiers paniquent dans tous les sens. Et personne n'est capable aujourd'hui de dire 190, moi je te dis qu'il est capable de monter à 200, 250 le baril sans aucun problème. Et on peut avoir une essence et un gaz où quelque part, sincèrement, on peut être nos limites. Regarde l'Allemagne qui anticipe, elle a tout de suite décidé d'acheter pour 1,5 milliard et demi de dollars de GNL tout de suite pour anticiper le mois. Les Allemands, comme quoi ils sont pragmatiques tout de suite, ils ont peur parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça, c'est incontrôlable. À partir du moment où tu n'es pas capable d'avoir de prédiction, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer, Christophe, ben forcément, nous aujourd'hui... On parle beaucoup du carburant aujourd'hui, mais il y a un autre phénomène dont on parle beaucoup moins et pourtant qui connaît des envolées absolument... le blé. Le blé, mais il y a aussi le gaz qui se négociait à 50-60 € il y a 3 semaines le mètre cube. Aujourd'hui, les spécialistes disent, et c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, et vous faisiez remarquer très justement, c'est qu'on n'interroge pas beaucoup de spécialistes. Et il y en avait un sur France Info qui expliquait que pour lui, l'inquiétude, c'était au niveau du gaz. On négocie aujourd'hui le mètre cube de gaz à 200 €. Voilà. C'est 6 fois plus que il y a 3 semaines. Absolument, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. D'abord, alors comment s'organiser justement face à la hausse des prix? Il faut savoir que les pays ne sont pas tous à la même enseigne. Les Allemands envisagent de reprendre le nucléaire parce qu'ils n'auront pas sans doute suffisamment de gaz pour l'hiver prochain. C'est l'hiver qu'ils anticipent. Les Français n'ont pas ces problématiques par rapport au gaz parce qu'ils sont quasiment en vivre avec partout maintenant. C'est-à-dire que le gaz en France n'est pas aussi important qu'en Allemagne. C'est 55% des besoins allemands, ça n'est pas le cas en France, même pas 15%. Par contre, il y a une réalité. La reprise du gaz et du pétrole, c'est concomitant à la reprise économique qui était assez fulgurante, à la reprise des BRICS qui n'a pas arrêté de monter, et surtout au stress. Là, le CAC 40, par exemple, si vous vous intéressez un peu au marché financier, il était monté à plus de 7000 points, on est à 5000 et quelques maintenant, 5900. Donc il y a une correction considérable qui a été faite à la faveur à la fois de cette crise qui est bon dos, mais pas seulement. En vérité, c'est bien de rappeler, Ali, en vérité, les marchés financiers avaient parfaitement anticipé le fait au départ, avant la crise ukrainienne, que le pétrole allait monter de façon considérable. On savait déjà qu'il allait tourner autour de 90 et 100 $. Certains envisageaient les 120, on les a largement débordés. Maintenant, on est dans une crise. C'est une crise spéculative aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les fondamentaux, il n'y a pas beaucoup de pétrole sur le marché parce qu'ils ont coupé l'exportation des Russes et les banques, particulièrement qui négociaient le pétrole, mais pas toutes. Et surtout, il y a une raréfaction de l'offre et une augmentation de la demande. Donc le croisement des deux fait que ça va mécaniquement augmenter. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il faut s'inquiéter, c'est pour le consommateur lambda, parce que quand on parle d'augmentation des prix du pétrole, on dit l'essence. Mais l'essence, ça veut rien dire. Tout le monde n'a pas une voiture. Par contre, tout le monde consomme. Et l'essence, c'est quoi? C'est une répercussion sur le prix du transport, le fret et le transport des marchandises qui va forcément supporter le prix de l'augmentation. Et pour vous donner un exemple dans mon métier, par exemple, moi je suis dans le textile, eh bien j'achetais à l'époque des visières pour les restaurants, des visières, vous voyez, des petites casquettes. Elles me coûtaient moins de 1,90 €. Maintenant, elle coûte 2,90 €. Il y a une augmentation considérable, près de 50% d'augmentation. Donc c'est ça qui est inquiétant par rapport à ce qui se passe. Comment s'organiser, Tarak, face à l'augmentation des prix? C'est là la question que je vous pose aujourd'hui et que j'aimerais que les auditeurs aussi répondent. Comment s'organiser? Pour ceux qui ont une voiture, évidemment, c'est le budget considérable. Moi, je suis grâce à ma condition sociale, un écologiste invétéré. Je suis... Non, j'ai un abonnement basket et métro. Il a la BM double pied. Pas la BMW. Il est à RATP, rentre avec tes pieds. Moi, et on en parlait tout à l'heure avec Ali, moi, je pense plus, au-delà du gaz, moi, je pense plus au niveau des denrées. Et d'une certaine manière, même
des tarifs de la restauration et de beaucoup de choses qui vont augmenter, du tarif du pain, le pain, beaucoup de choses, qui vont augmenter et qui vont se répercuter sur le panier de la ménagère de moins de 50 ans. Sauf le salaire. Ouais, et on en parlait tout à l'heure, il y a une crise déjà tunisienne qui s'est entamée, on avait parlé, je crois, il y a 2 semaines qu'une crise au Maroc a débuté, qu'il y a une crise en sursis en Algérie, que là-dessus, la France va faire partie de ces pays-là, et que d'une certaine manière, je me demande en fait comment l'Union européenne, comme le disait Ali a des superbes analyses en off, comment l'Union européenne va rester soudée. Mais l'antenne, c'est de la merde, c'est ça. Non, c'est pareil. Parce qu'il m'inspire aussi, tu vois, il m'inspire beaucoup. Ouais. Il m'inspire beaucoup. Et comment, en fait, l'Union européenne va rester soudée avec leurs divergences d'intérêts au niveau énergétique, au niveau même agroalimentaire, par rapport à la Russie et par rapport à ce conflit. Alors moi, je vais vous annoncer un truc important. Le ministre allemand, d'accord, de l'économie a dit quoi? Il faut, pour tenir les sanctions, donc là, ils sont en train de parler de sanctions sur le pétrole et le gaz. Les Allemands dépendent du gaz à 55% et du pétrole à 40%, et ils importent aussi du charbon. C'est pour dire un peu la dépendance. Il faut juste après, 49. Ok, ça marche. Non, c'est trop, il y a trop de pubs dans cette radio, j'en peux plus, moi, tout de suite. Okay. Le LGF, dernière partie, ça y est, il n'y a plus de pub. Ça y est, jusqu'à 18h, au moins on est tranquille. Tarek, quoi? Ça, juste pour finir avec mon histoire d'allemand. Donc elle dit quoi? Elle dit qu'on va tout de même pas. Le fait de bloquer le gaz et le pétrole, ça va couper l'électricité à l'Allemagne et à l'Europe. Et elle dit que ça n'arrêtera pas les chars russes. Donc en substance,